Donc aujourd'hui, on va parler de physique quantique, des nouvelles technologies, des aspects donc, de défense, de souveraineté. Alors, avant tout ça, je ne suis pas lié à l'armée. Je n'ai hélas pas fait mon service militaire. J'étais dans la génération qui ne l'a pas fait. Je ne fais pas partie non plus d'une réserve, même si ça me tente de plus en plus et que je suis assez sollicité pour ça et que ça m'intéresse. Le seul lien peut-être que je peux avoir avec l'armée, en dehors de mon grand frère qui était dans les paras et mon père qui a été très impliqué, mais c'est que j'ai fait ma thèse avec une bourse DGA sur justement des aspects théoriques des fameux capteurs quantiques, donc je vais parler un peu, enfin beaucoup même. Donc en route, premièrement, avant oui de passer à cette slide, juste quelque chose, cette mission d'ambassadeur médiation scientifique, en fait, elle est liée au fait que l'an dernier, donc en 2025, on a célébré le centenaire de la naissance de la physique quantique. Alors bien sûr, une théorie ne naît pas une année. La physique quantique, elle est née à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, donc en gros entre 1895 et 1930 à peu près, avec un pic, oui, autour de 1925, 26, 27. Et donc l'an dernier, c'est l'UNESCO, c'est l'ONU, donc avec l'UNESCO, qui ont décidé de célébrer ce centenaire, justement de par son importance économique, industrielle et aussi stratégique. Et dans le cadre de cette année, eh bien, j'ai été nommé à cette mission d'ambassadeur. Il y a aussi une autre ambassadrice, parité oblige, qui Pascale Fabre à l'Université de Montpellier, qui elle est ambassadrice médiation aussi du CNRS, mais dans le cadre de l'année des océans. Elle est spécialiste de la pollution, de la dépollution, donc de la physique des océans. Alors pourquoi le quantique intéresse l'armée, un peu le programme de ce qu'on va faire, de ce qu'on va voir ensemble, parce que en gros il y a 4 promesses du quantique. Il y a premièrement voir mieux, donc ça c'est en termes de capteurs, d'imagerie, de détection. Donc le quantique permet de voir mieux, de détecter mieux, en moyenne entre 100 et 1000 fois mieux que les capteurs classiques correspondants. Ça permet surtout de se repérer sans GPS, c'est-à-dire d'être résilient à l'absence de GNSS, GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, etc., tous les systèmes de positionnement satellite. Et donc, PNT résilient, PNT pour position, navigation, temps. Bien sûr, c'est aussi, enfin bien sûr, en tout cas, c'est un des aspects qui est peut-être le plus médiatisé, c'est sur le calcul, donc le point 4, calculer autrement avec les fameux ordinateurs quantiques qui permettent de faire des calculs avec une puissance inégalée, même si c'est à l'état de prototype aujourd'hui, sur des aspects d'optimisation, de simulation, d'aide à la décision stratégique, et bien sûr le protéger échanger, c'est-à-dire de développer des méthodes de cryptographie, de codage d'informations qui sont beaucoup plus sûres et résilients aux attaques. Donc ça, ce sont les promesses et les 2 menaces associées, c'est justement l'aspect de rupture des cryptographies existantes avec le développement d'ordinateurs quantiques très performants et des performances des capteurs qui sont de plus en plus, qui sont bien connus, des capteurs quantiques, mais qui peuvent amener des surprises. Petite citation, 2014, service de défense chinois, qui dit explicitement, les Chinois sont très secrets, je ne vais pas vous l'apprendre, mais au niveau des technologies quantiques, ils ont été un peu bavards dans les années 2010, puis après, ils ont arrêté de dire, et régulièrement, ils sortent des résultats qui nous scotchent. Donc c'est très compliqué parce que pour certains pays, dont la Chine, il y a vraiment cet aspect iceberg où on connaît que le sommet et on ne sait pas trop ce qui se passe, et régulièrement, les performances qu'ils sortent nous montrent qu'ils sont très 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 en avance dans plein de domaines sur nous. Et donc eux, ils ont dit clairement, les États-Unis aussi, je vais vous montrer après, mais que les nouvelles technologies quantiques avaient la même importance stratégique que l'arme nucléaire. Tout simplement parce que, avec les technologies quantiques, dans un prochain conflit, il y aura ceux qui les auront et qui verront tout en avance et mieux que les autres. Au niveau de l'OTAN, donc surtout au niveau États-Unis, mais au niveau de l'OTAN, par exemple, ça c'était en janvier 2024, où l'OTAN donc, a sorti son programme au niveau des technologies quantiques, et où ils dit, c'est la traduction, où ils explicitent vraiment que l'idée c'est qu'il faut garantir à l'OTAN une protection et une préparation à cette ère quantique, à cette nouvelle ère quantique qui arrive. Et typiquement, donc dans le dernier paragraphe, sur les aspects de capteurs et de détection avancée, l'imagerie bien sûr, le positionnement, le PNT, l'amélioration de la détection, en particulier sous-marine, et la sécurisation des communications. Donc c'est à la fois au niveau des États-Unis, de la Chine, de l'OTAN, de l'Europe, bien sûr, je dirais un mot,
mais c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est devenu une priorité pour beaucoup d'États. Alors, on va voir ensemble ce que c'est que le ou la quantique. On peut dire les deux, en fait. On peut dire le monde quantique ou la physique quantique. Moi, je vais dire le quantique, mais on peut dire tout à fait les deux. Donc, on va voir, ça va être 5 choses sur l'aspect, évidemment. Je vais essayer de nourrir tout le monde à mon humble niveau. Bien sûr, je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas quelqu'un de l'armée, je ne suis pas spécialiste de tous les aspects militaires, mais c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, et c'est pour ça que j'en parle. Et c'est lié à cette physique quantique qui me passionne. Donc on va voir, parce que c'est quand même une théorie scientifique révolutionnaire, qui est aussi une double révolution technologique, justement avec ces impacts technologiques qui peuvent donc avoir une importance stratégique énorme. Des concepts clés qu'on va essayer de voir, des nouvelles applications prometteuses, dont l'ordinateur quantique et ses fameux capteurs, et j'essaierai de faire une comparaison classique quantique pour vous montrer comment on peut le comparer donc aux autres types de technologies, et puis des nouvelles opportunités. Je finirai par ça. Alors le quantique, d'abord, c'est une théorie scientifique parmi d'autres. Alors je vais vous montrer une petite slide, parce que c'est pareil, je savais qu'il y avait aussi les lycéens, mais je sais qu'elle parle aussi un peu à plein de gens. C'est une petite slide comme une sorte de cartoon, mais en fait elle est très intéressante. C'est un Anglais qui fait ça, Dominic Walliman, et il fait des cartes mentales d'un peu tout, qui sont accessibles. Alors, la plupart, quand elles sont en meilleure résolution, elles sont payantes, mais il y en a beaucoup qui sont accessibles même gratuitement en basse résolution. Et il fait des cartes donc de la connaissance, de la science, de différents aspects de la science, des branches de la science. Et c'est intéressant, ce que je dis aussi moi à mes étudiants à Jussieu, à la Sorbonne Université, c'est que c'est très intéressant d'avoir des cartes mentales. Parce qu'une carte, en fait, vous le savez bien mieux que moi, ça permet de se repérer. Et c'est intéressant de se repérer dans les connaissances aussi. Et typiquement, par exemple, là, il sort une carte de la physique. Et c'est bien parce que ça permet d'expliquer ce que c'est que la physique. Parce que ma femme, je suis marié, ma femme, elle n'est pas du tout scientifique, et elle me disait que, en fait, elle fait partie des gens qui ne comprenaient rien dans la physique au collège ou au lycée. Elle se disait, mais j'ai jamais compris à quoi ça pouvait servir. Et quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, mais la physique, en fait, c'est simplement la science qui cherche à comprendre comment fonctionne le monde. Inanimé, sinon c'est la biologie, mais comment fonctionne le monde au niveau de ses constituants, au niveau de ses lois, au niveau de l'énergie. Et elle dit, ah bah oui, mais si on m'avait dit ça avant, ça aurait été bien, parce que j'aurais pu comprendre ce que c'était que cette physique qui, pour elle, ressemblait à une sorte de patchwork. Et justement, à travers cette carte, on voit un peu qu'il y a un côté patchwork. Mais c'est normal parce que, en fait, chaque fois que les gens, les scientifiques se sont posés des questions pour comprendre un phénomène, bah, ils ont créé une branche de la science. Et donc c'est comme une espèce d'arbre, d'énorme arbre, où il y a plein de branches. Chaque branche correspond à une théorie scientifique qui cherche à comprendre et décrire comment fonctionne un phénomène, comment on peut décrire un phénomène. Donc en orange-rose, là, il y a ce qui correspond à la physique classique d'avant la naissance de la physique quantique. Donc la physique quantique, elle est née au tournant du 19e et 20e siècle, on va dire 1900, et les scientifiques, évidemment, on a compris, on est parfois un peu fainéant, on prend 1900 parce que ça nous arrange bien, c'est une date ronde, et je vais l'apprendre aussi, mais il se trouve que c'est l'année où un des grands fondateurs de la physique quantique, Max Planck, a sorti son premier article où il a introduit la fameuse constante de Planck, la constante de la physique quantique. À chaque théorie physique est associée une constante, par exemple la relativité d'Einstein, ça va être C, la vitesse de la lumière, et donc on dit, ben voilà, c'est pratique, on dit que c'est Planck, mais en fait, si on est un peu plus fin au niveau de l'histoire de la physique quantique, c'est plutôt Marie Curie en 1897 et Einstein en 1905. Donc on va dire en gros c'est 1900. D'ailleurs, anecdote, c'est que il faut bien comprendre, vous le savez aussi mieux que moi, que l'histoire est écrite par les vainqueurs et que l'histoire et le narratif de la science et de la physique quantique en particulier a changé entre avant 45 et après 45. Parce que avant 1945, Marie Curie et Einstein étaient comme des dieux vivants, les dieux fondateurs de la physique quantique, de la nouvelle physique et de la relativité. Et puis il y a eu Hiroshima et Nagasaki. Et donc c'était plus assez joli dans le narratif de parler de nucléaire. Et donc on a effacé un peu du narratif Marie Curie, alors que c'est sans doute elle qui a lancé, et c'est pour ça qu'elle était si célèbre. Souvent les gens ne comprennent pas pourquoi Marie Curie était si célèbre avant la Deuxième Guerre mondiale, mais parce que c'est elle qui a vraiment lancé cette révolution de la physique quantique, tout simplement parce qu'elle a compris, elle, avec son mari, c'est elle qui a découvert la radioactivité naturelle, et c'est elle qui a compris que cette énergie qui s'échappait de la matière, des atomes, n'était pas issue de réactions chimiques, mais venait vraiment de l'intérieur des atomes.
À l'époque, les gens étaient même pas sûrs à 100% que les atomes existaient. Mais pour eux, c'était des briques inertes, des briques de Lego. Et elle, ce qu'elle leur a dit, ce qu'elle leur a fait prendre conscience, c'est que non, c'était pas une sorte d'impasse, de cul-de-sac. C'est qu'en fait, l'énergie venait de chaque atome, et donc que dans chaque atome, il y avait un monde. Et donc elle a ouvert les esprits et aussi des mondes dans chaque atome. Et donc c'est ce qui a permis le développement de la physique quantique. Donc Marie Curie, c'est sur l'aspect matière, et Einstein, c'est sur l'aspect lumière en 1905. Donc les trois pères, Marie Curie, Einstein et d'une moindre mesure Planck, autour de 1900. Donc la physique classique, c'est celle d'avant la physique quantique, d'avant 1900. Et donc il y a plein de théories, de branches, donc l'électromagnétisme, la gravitation, par exemple Newton. On date le début de la physique moderne à Newton, quand il a compris, le premier en tout cas en Occident, que ce qui faisait tomber le petit boîtier dans ma main et ce qui faisait tenir la Lune, c'était la même chose. Ça avait la même cause. Ce qui était très fort parce que tout nous laisse penser que ce n'est pas la même chose, puisque notre intuition et notre bon sens nous dit que ça ne peut pas être la même chose, parce que dans un cas ça tombe, et dans un autre cas, la Lune, elle ne tombe pas, elle tient. Et donc on date vraiment cette façon de penser contre soi-même, contre nos évidences, contre notre bon sens, la naissance de la physique moderne avec Newton. Autre grand point, c'est Maxwell, donc l'électromagnétisme au milieu là, qui a compris, donc lui en 1865-66, il a compris que, un truc incroyable, il a compris que ce qui faisait tourner les aiguilles des boussoles, ce qui faisait donc le magnétisme, ce qui faisait conduire les électrons dans des fils d'électricité et les ondes lumineuses, c'était en fait trois aspects d'une même chose. Alors que c'est pareil, tout nous laisse penser que ça n'a absolument rien à voir entre la boussole, l'électricité et les ondes lumineuses. Eh bien lui, ici, il a dit, en fait, c'est trois aspects d'une même chose, les ondes électromagnétiques. Donc il y a aussi plein d'autres domaines, la mécanique des fluides, etc. Donc en bleu, là-haut, c'est sur la relativité, qui peut être considérée comme classique encore, qui n'est pas quantique, et en violet, là, c'est la fameuse physique quantique. Donc la physique quantique, c'est une branche de la science, une branche de la physique, donc qui cherche à comprendre comment fonctionne le monde, mais sa particularité, c'est qu'elle cherche à comprendre comment fonctionne le monde au niveau le plus fondamental, donc au niveau des constituants élémentaires, donc au niveau des molécules, des atomes qui composent les molécules, des sous-constituants des atomes, donc les électrons, les neutrons, les protons, qui eux-mêmes contiennent des quarks et d'autres particules. Vous avez entendu parler du boson de Higgs ou d'autres particules. Donc c'est toutes les particules élémentaires, tous les ingrédients élémentaires, les briques de base, avec les lois qui régissent ces briques, qui forment la physique quantique. Et bien sûr, ce qui a été troublant, c'est que cette physique quantique, cette physique du très très petit, on a compris comment elle pouvait se décliner à notre échelle, à des plus grandes échelles, quelle était son influence à des plus grandes échelles, comment ça pouvait contrôler, comment notre monde autour de nous pouvait marcher, fonctionner. Mais surtout, elle a montré que, cette physique quantique, que les règles dans le très très petit n'étaient pas du tout les mêmes qu'à notre échelle. Que les règles étaient complètement différentes. Et ça a été vraiment une révolution à la fois scientifique, ensuite technologique, mais de pensée. C'était une façon différente de penser le monde, de voir le monde. Ça a remis en cause toutes nos certitudes classiques de bon sens sur le temps, l'espace, la matière, la lumière, l'absence, le fameux vide quantique, mais aussi sur les notions d'individualité, d'identité et plus fondamentalement de notre relation au monde. Quelle est notre relation au monde? C'est-à-dire quel est le lien entre notre description mathématique, scientifique et le monde qu'on observe, qu'on détecte avec des détecteurs, des capteurs, des opérations de mesure. Mais ce que j'aime bien dans ces cartes de Dominique Wallimann, c'est qu'il parle aussi de philosophie, parce que dès qu'on aborde la science moderne, physique quantique, relativité, etc., on traite de l'abstrait, donc de l'invisible pour la physique quantique. En fait, elle traite de l'invisible parce que trop petit. La relativité générale Einstein, elle va traiter de l'invisible parce que trop loin. Donc ça parle des invisibles, l'infiniment petit, pour la physique quantique. Donc invisible et abstrait. Et donc on a besoin de philo pour comprendre ce qu'on fait. Alors, la physique quantique, on va voir, elle est hyper performante. On sait très très bien tout maîtriser d'un point de vue mathématique, scientifique, ingénierie et même technologie, mais au niveau de son interprétation, ça laisse aussi des portes ouvertes et la plupart des gens ne veulent pas trop, les scientifiques ne veulent pas trop aller là-dedans parce qu'ils sont un peu coincés et c'est simplement, on peut dire, le problème du langage commun qui n'est pas adapté pour transmettre un langage mathématique et scientifique.
Donc il y a l'aspect philo, et puis il y a aussi quelque chose aussi que j'aime bien aussi souligner, c'est ce qui manque, ce qu'on n'arrive pas à comprendre encore. Parce que la physique, bien sûr, même des grands prix Nobel vont vous dire, voilà, on arrive, tout ce qu'on arrive à comprendre. Mais en fait, on oublie régulièrement de dire tout ce qu'on n'arrive pas encore à comprendre, tout ce qui nous échappe. Et en fait, aujourd'hui, il y a bien plus de choses qu'on ne comprend pas que de choses qu'on comprend. Alors, cette physique quantique, elle a permis des exploits sidérants. Alors, c'est pas très grave hein, de maîtriser tout ce qui est ici, mais sur la détection du boson de Higgs, donc une détection qui était attendue depuis 50 ans et qui a été obtenue, la précision et la stabilité de ces fameuses horloges atomiques qui permettent de garder le temps, ça s'est arrêté en 2020, mais aujourd'hui, on est arrivé à une précision, une sensibilité qui est en 10 puissance moins 19, donc c'est 19 zéros après la virgule. C'est-à-dire c'est une précision qui est inimaginable. C'est de l'ordre d'une fraction de seconde sur la durée de l'âge de l'univers. Et en haut, on a aussi ce qui est considéré comme le meilleur accord théorie-expérience, la physique quantique appliquée à la physique des particules, comme au CERN à Genève, avec le fameux LHC. On peut prédire des valeurs de grandeur, les comparer à des valeurs expérimentalement mesurées, et l'accord se fait à la 12e décimale. Le problème, c'est que, comme je le disais, il y a plein de choses qui nous échappent encore. Et sur ce petit camembert en haut, vous avez une répartition qui concerne la matière et l'énergie dans l'univers. Eh bien, la matière ordinaire, celle qu'on arrive à décrire avec nos théories de la physique que j'ai montré avant, ça concerne que moins de 5%, 4,9%. Tout le reste, c'est ce qu'on appelle de la matière noire, qui est donc de la matière dont on n'a aucune idée, mais on sait qu'elle interagit de façon gravitationnelle, qu'elle a une masse. Et de l'énergie, alors là c'est énergie sombre, on ne sait même pas ce que c'est. Et on sait que c'est dans l'univers, ça. On sait par plein d'observations indirectes, on sait que c'est là, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Il y a aussi des cohérences quantiques anormales, typiquement ce qu'on appelle la biologie quantique, des effets quantiques en biologie qui ne devraient pas être là. Donc la physique quantique, elle est quasiment parfaite dans ses prédictions, dans sa maîtrise mathématique, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'elle est prise en défaut en creux. C'est-à-dire qu'elle marche trop bien. Elle marche là où elle ne devrait pas marcher selon notre vision actuelle de la théorie. Il y a bien sûr des incompatibilités avec la relativité générale, l'autre grande théorie. Et cet accord à 12 chiffres après la virgule entre expérience et théorie pour la physique quantique, on l'a alors plutôt à 10 chiffres après la virgule pour la relativité générale avec la fameuse détection des ondes gravitationnelles. Et donc on est un peu coincé parce qu'on a deux théories qui sont quasi parfaites dans leur domaine d'application. La physique quantique pour le très petit et la relativité générale pour le très grand. Et ce qu'on observe, c'est qu'elles sont incompatibles. Si vous êtes intéressé par les aspects de développement historique, il y a ces deux livres-là. La physique quantique, celui de gauche, il a une dizaine d'années, il est plus commun. Celui de droite, il est sorti il y a un peu plus d'un an. J'ai participé à sa traduction de l'allemand, même si je ne parle pas allemand encore, non, pas du tout. Mais j'en ai fait aussi une longue préface où je dis tout mon amour de la physique quantique. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il est écrit par un Allemand. Et il faut savoir que la physique quantique, les fondateurs de la physique quantique, donc en gros la première moitié du XXe siècle, à 80%, ils étaient allemands et autrichiens. Et c'est pas un hasard. Et c'est très intéressant de lire ce livre, qui se lit comme un roman, parce que nous, on est dans le camp des vainqueurs. Mais après la Première Guerre mondiale, les Allemands et les Autrichiens, ils sont morts par millions, par les sanctions qu'on leur a fait. Et donc, ils ont vécu quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Et il se trouve que c'était un berceau aussi culturel et scientifique incroyable, parce que c'était l'ancienne Autriche-Hongrie. Et donc, ils avaient une sorte de mélange de rigueur scientifique un peu de l'Est, d'art du Sud, et c'était une sorte de creuset culturel qui était idéal pour la création d'une théorie. Encore fallait-il que les gens aient du temps pour bosser. Eh bien, il se trouve que le traité de Versailles, 1919, et toutes les sanctions contre ces pays-là, eh bien, ça a forcé les gens, finalement, à n'avoir que ça à faire, à survivre et à faire de la physique. Donc la physique quantique, elle est née dans un creuset qui est très spécifique à cette histoire de l'Allemagne et de l'Autriche. Très intéressant, ce livre. Alors, c'est une théorie scientifique révolutionnaire, qui révolutionne notre façon de voir le monde. Alors, c'est pas n'importe quelle théorie, puisque c'est une des deux théories piliers sur lesquelles reposent toutes les autres. Donc, physique quantique, et l'autre théorie, c'est la relativité d'Einstein. Mais c'est aussi une révolution technologique, une double révolution. Alors, qui dit double, dit 1 et 2. La première, en fait, elle n'a pas suivi directement l'avènement mathématique de la physique quantique au milieu des années 1920, parce que, bien sûr, il y avait des tensions internationales, et après, dans les années 30 et années 40, il y a cette fameuse course à la bombe nucléaire. Et donc, en fait, la révolution technologique, la première révolution technologique d'origine quantique, elle a plutôt commencé après
la Deuxième Guerre mondiale, avec toutes les applications qui nous entourent. Finalement, on peut dire d'une façon lapidaire que tout ce qui est autour de nous vient de la physique quantique. Parce que c'est la physique quantique qui nous a permis de comprendre pourquoi certains matériaux étaient isolants de la chaleur ou de l'électricité et d'autres conducteurs, pourquoi certains matériaux pouvaient être modifiés pour que justement ils soient une sorte d'entre-deux, ce qu'on appelle les semi-conducteurs, qui nous ont permis de construire des transistors, les briques de base de l'électronique, donc de l'informatique, donc de tout ce qui comporte de l'informatique, donc les smartphones, la domotique, etc. C'est la physique quantique qui nous a permis de comprendre l'effet laser, donc de créer des lasers, qui sont utilisés évidemment dans le lidar, etc., mais dans plein d'applications, en particulier pour faire des horloges atomiques qui sont utilisées dans tout ce qui est GPS et plus généralement tous les positionnements satellitaires, transformer l'énergie solaire en énergie électrique, l'énergie nucléaire évidemment, les imageries médicales, etc., etc. Cette première révolution quantique, en fait, elle a consisté à appliquer cette nouvelle physique, la physique quantique, à des grands ensembles de particules, c'est-à-dire des milliards de milliards, pour ceux qui connaissent, le fameux nombre d'Avogadro, donc de molécules, d'atomes, d'électrons, de photons. Ça, c'est la première révolution technologique, en gros, deuxième moitié du XXe siècle. Depuis une trentaine d'années, on est embarqué dans une deuxième révolution quantique, technologique d'origine quantique. Tout ça parce qu'on a réussi, au cours des années 80-90, à créer, manipuler, maîtriser, utiliser et détecter, donc créer, manipuler, détecter, des particules uniques, une molécule, un atome, un électron, un photon. Avec ça, on a pu créer ce qu'on appelle des qubits, Q-U-B-I-T, des bits quantiques, c'est-à-dire des équivalents quantiques des bits d'information, donc des unités élémentaires d'information qu'il y a dans toutes nos informatiques classiques, les ordinateurs qui utilisent donc ces fameux bits qui peuvent être soit 0, soit 1 pour coder l'information, codage binaire. Eh bien, on a pu créer des bits quantiques, des qubits, et ça nous a permis de développer, aussi en maîtrisant le phénomène d'intrication dont je parlerai un petit peu, ça a permis de créer 5 classes de nouvelles technologies. Donc j'ai commencé par la cryptographie quantique, donc cryptographie, des façons de coder, de faire du codage d'informations sécurisées, mais de faire une nouvelle façon de faire de la cryptographie quantique qu'on appelle aussi QKD, pour dire distribution de clés quantiques, mais en gros c'est la cryptographie quantique, donc une façon de crypter qui utilise la physique quantique. Les télécommunications quantiques qui utilisent la fameuse intrication, dont je parlerai après, et qui permettent d'avoir des télécommunications ultra sécurisées et de faire ce qu'on appelle l'Internet quantique, donc une sorte d'Internet 2.0 bien plus sécurisé. Les capteurs quantiques, qui sont sans doute les éléments qui sont les plus importants peut-être pour l'armée, de par leur sensibilité, qui est entre 100 fois et 1000 fois plus importante que les capteurs classiques, et les nouveaux matériaux, dont typiquement le graphène, les nanotubes de carbone, qui ont des propriétés incroyables. Et la première ligne, le calcul quantique. Alors les 4 dont j'ai parlé avant, crypto, télécom, capteurs, nouveaux matériaux, quantiques, c'en est déjà au stade commercial et industriel. Le calcul quantique, ça rassemble typiquement ce qu'on appelle les ordinateurs quantiques, qui permettent de faire des calculs de façon bien plus puissante, rapide et meilleure que les supercalculateurs classiques, même si aujourd'hui on en est à l'état de prototype. Mais même les prototypes d'aujourd'hui ont des performances qui donnent accès, qui donnent lieu à des cas d'usage déjà. Mais par contre, il y a aussi beaucoup de fantasmes et de hype, de survente de ces ordinateurs quantiques, j'en dirai un mot. Et bien sûr, les enjeux sont énormes, économiques, industriels bien sûr, et aussi géostratégiques. Toutes les grandes entreprises, armées, États, investissent dans ces nouvelles technologies quantiques. Ici, un petit panorama des investissements étatiques. Alors, ça s'arrête en 2023, mais il y en a eu plein d'autres pays. En gros, tous les grands pays puissants, et ces dernières années, il y a pas mal de pays du Golfe, il n'y a pas la Russie dessus, il n'y a pas la Chine, mais il y a plein d'autres pays, ont fait des énormes investissements, donc B c'est pour milliards, des investissements de l'ordre du milliard, de plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de milliards, dans les nouvelles technologies quantiques. Et en fait, c'est comparable, comme la première diapo que j'ai montrée avec la Chine, c'est comparable en fait à la maîtrise de l'énergie nucléaire. En gros, le pays, l'État ou l'armée qui maîtrisera en premier l'ordinateur quantique, parce que les autres technologies c'est déjà maîtrisé en grande partie, aura une avance stratégique énorme, comparable donc à l'énergie nucléaire typiquement, et d'ailleurs historiquement, c'est parce que les scientifiques ont été trahis pas forcément par les armées d'ailleurs, mais par les politiques aux États-Unis en 1945, qu'il y a eu cet équilibre de la guerre froide. Parce que, en fait,
il faut savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, 80% des scientifiques étaient réquisitionnés de bon gré, mais parfois de force, pour travailler sur la bombe atomique, puisqu'on leur avait dit que les nazis étaient en train de construire eux-mêmes leur bombe atomique. Et sauf qu'en avril 1945, l'Allemagne nazie capitule. Donc les scientifiques se sont dit, c'est bon, il n'y a plus besoin d'utiliser la bombe atomique. Et là, les politiques, certains scientifiques et certains militaires aux États-Unis ont dit non, on va quand même pousser le curseur plus loin, et on a obtenu Nagasaki et Hiroshima. C'était pas pour le Japon, c'était évidemment pour les autres puissances, en particulier la Russie. Et ça, cette trahison a fait que les scientifiques se sont sentis manipulés et ont fait fuiter les informations nucléaires pour que la Russie, l'URSS de l'époque, obtienne la bombe et qu'il y ait cet équilibre des puissances. Aujourd'hui, on en est vraiment dans ce genre de course. C'est-à-dire qu'il y aura un premier pays qui aura. Et très rapidement, on espère qu'il y aura un équilibre des puissances. Et surtout, on espère être dans ces puissances d'équilibre. Donc, c'est vraiment une technologie de rupture, comme la conquête spatiale, l'informatique et l'IA maintenant, comme on peut le voir. Alors, maintenant, voilà, on attaque un peu à des choses qui vont plus vous parler, qui vous concernent encore plus. Typiquement, en revue de défense nationale, décembre 2024, il y a plusieurs numéros ces derniers temps qui parlent de ces nouvelles technologies quantiques. Pourquoi ça intéresse tant les armées? Et j'ai écrit, alors j'ai une carte blanche pour écrire dans Les Échos, le journal Les Échos, tous les mois, où je parle de quantique. J'ai une petite chronique où je parle de quantique. Et il y a un peu moins d'un an, j'ai fait une chronique sur la guerre quantique a déjà commencé. Bien sûr, c'est pas moi. Les armées n'ont pas attendu que je fasse cette chronique pour s'y intéresser, évidemment. Mais j'avais fait toute une chronique un peu en prenant un peu une sorte d'histoire, où je parlais d'un officier qui faisait toute une mission, etc. Et j'ai reçu plein de messages à côté, parce que j'avais caché plein de petites private, de petites références à la guerre et aux forces françaises de combat. Et donc et en fait, ce que je disais, ce que je redis là, c'est que, en fait, pour les armées, il y a une chose qui est importante, c'est le calcul quantique. Parce que, donc le calcul quantique, les ordinateurs quantiques, qui pourraient, c'est au conditionnel, casser les codes de cryptographie actuels. C'est ce qu'on appelle la peur du Q-Day, du Quantum Day. Un jour, peut-être dans 15, 20, 30 ans, on aura des ordinateurs quantiques capables de casser les codes de cryptographie. Et le problème, c'est ce que j'ai mis entre guillemets là, le Store Node Decryptator. Aujourd'hui, les ordinateurs quantiques ne sont pas capables de casser les codes de cryptographie comme RSA, ce qui est utilisé pour coder toutes les informations sur WhatsApp, sur Internet, mais informations bancaires, économiques, diplomatiques, militaires, stratégiques. Mais aujourd'hui, cette peur-là, c'est pas qu'une peur, c'est une réalité. Espionner aujourd'hui, n'être pas capable de décoder, mais décoder dans 20 ans. Et on comprend tout de suite l'importance. Si aujourd'hui on était capable de décoder sur une place publique, comme les Wikileaks par exemple, tous les échanges stratégiques, politiques, diplomatiques qui ont eu lieu suite au 11 septembre 2001, ça mettrait un bazar terrible sur la planète. Ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit Ukraine, Iran, etc., les relations Chine, Europe, États-Unis, c'est pareil. Si dans 20 ans ou 30 ans, on a sur la place publique mis tous les échanges cruciaux, diplomatiques, géostratégiques, ça mettra aussi un bazar au niveau mondial. Donc c'est vraiment la peur la plus importante. Et c'est ce qui force justement, typiquement les États-Unis, mais l'Europe et tous les grands pays, à passer à de nouveaux standards de cryptographie, ce qu'on appelle la cryptographie PQC, Post-Quantum Cryptographie, c'est-à-dire d'avoir des cryptographies qui soient résilientes, résistantes aux possibles, quasi certaines, attaques futures d'ordinateurs quantiques. Mais c'est déjà maintenant, puisqu'aujourd'hui, on peut juste capter les informations sans pouvoir les décoder, mais se dire qu'on va les décoder dans 20 ans ou 30 ans. Donc le calcul quantique, les ordinateurs quantiques permettent la simulation de matériaux, l'optimisation logistique, le Store Node Decryptator là, qui fait peur. Il y a aussi le programme Proxima, dont je dirais un mot, programme Proxima, donc c'est aussi 2024 en France. C'est la France, l'État, par l'intermédiaire de la DGA, qui protège des entreprises du quantique françaises, des start-up du quantique français. J'en dirai un mot après. Donc le calcul quantique avec cette fameuse peur du Store Node Decryptator. Deuxièmement, le développement de cryptographie, au contraire, inviolable. Donc nos cryptographies classiques actuelles sont vulnérables aux ordinateurs quantiques. Et donc l'idée, c'est de passer à d'autres types de cryptographie, soit des cryptographies post-quantiques, qui ne sont pas quantiques, mais qui sont résistantes aux ordinateurs quantiques, soit des cryptographies quantiques, c'est le QKD, pour le Quantum Key Distribution, mais c'est
la cryptographie quantique. Donc soit on crée des PQC, post-quantum cryptographie, qui sont résistantes à l'ordinateur quantique, soit on utilise de la cryptographie quantique qui elle-même est quantique et naturellement inviolable, en particulier par les ordinateurs quantiques. Troisième techno très importante, les capteurs quantiques qui permettent, avec une cartographie typiquement géologique, géographique, des anomalies magnétiques et de gravité, eh bien, avec cette carte, on peut avoir une navigation autonome. Donc ce PNT, positionnement, navigation, temps, par les capteurs quantiques, comme je le disais, qui sont entre 100 et 1000 fois plus précis et sensibles que les capteurs classiques, on a une possibilité d'avoir une navigation autonome. Et évidemment, pour la marine, pour l'aviation bien sûr, mais pour la marine encore plus, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un sous-marin en plongée, au bout d'un mois, il a plusieurs dizaines de kilomètres d'erreur de positionnement. Donc il faut qu'il ressorte pour se recaler avec le GPS. Avec tous les problèmes que ça implique de vulnérabilité. Avec des capteurs qui permettent de diviser ça par 1000, ça signifie qu'à terme, on pourra avoir des sous-marins qui sont en plongée pendant des années, voire plusieurs années, sans remonter. C'est-à-dire avec une navigation qui ne dépend plus du tout d'un quelconque lien GPS qui peut être brouillé, qui peut être leurré, etc. Ça permet aussi de faire des détections de cavités, d'engins cachés, de bases sous-marines, etc. Et bien sûr, les nouveaux matériaux quantiques. Donc, il y a le graphène, donc le nanotube de carbone, qui est le plus connu, mais il y a plein d'autres matériaux. Alors, il y a les métamatériaux qui sont classiques, qui permettent la furtivité, d'être invisible ou quasi invisible, en tout cas de réduire d'un très, très, très fort coefficient la réflectivité des objets, des véhicules. Mais il y a aussi des nouveaux matériaux, des métamatériaux quantiques, qui exploitent les propriétés quantiques pour les rendre encore plus furtifs. Donc ça, c'est vraiment le point clé pour la suite. Alors, je suis revenu un petit peu parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de replacer cette physique quantique dans le temps long, au niveau de l'histoire. Avec le lien entre physique et guerre. Parce qu'en fin de compte, la guerre, d'une certaine façon, c'est de la physique appliquée. Donc au niveau, si on se place sur l'histoire longue, au niveau Antiquité, Moyen-Âge, les applications, la science qu'il y avait derrière, c'est des aspects de métallurgie, de fortification, et la poudre noire découverte en Chine. Après, au niveau de 17e jusqu'au 19e siècle, ce sont les progrès par les équations du mouvement, Newton, etc., de faire de la balistique, tout ce qui est thermodynamique pour la propulsion, les machines, le télégraphe. Première Guerre mondiale, là, jusqu'à là, les armées, les dirigeants, voyaient d'un œil un petit peu lointain les scientifiques. La Première Guerre mondiale, elle a changé quelque chose, elle a mis à la table des puissants les chimistes. La chimie, elle a dit, nous, on est important. Donc, aussi bien artillerie, mais détection aussi acoustique, évidemment, les radars, sonars, etc. Mais au niveau chimie, c'est vraiment la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'est sur la physique, avec justement la bombe nucléaire. Là, en 1945, août 1945, à la table des puissants, les physiciens, ils ont une place maintenant. Parce qu'ils peuvent décider de la destination stratégique de l'issue d'une guerre, simplement en ayant développé une arme massive qui va changer complètement la tournure de la guerre. Il y a eu aussi, donc le radar bien sûr, la cryptographie, avec justement tout ce qu'il y a autour de Turing et de la cryptographie, d'arriver à casser les méthodes de cryptographie et bien sûr le développement de l'aviation moderne. La guerre froide, changement de perspective, on ne cherche pas à... ce qu'on cherche, c'est qu'on essaie d'empêcher que la guerre ait lieu. Donc on est plutôt dans la dissuasion, plutôt que dans l'attaque. Bien sûr, développement de balistique au niveau missiles intercontinentaux, physique de l'espace avec les satellites, et la physique des matériaux, justement avec ces métamatériaux, pour avoir de la furtivité, pour être indétectable, ou en tout cas moins détectable, et se fondre dans le bruit ambiant. Depuis 30 ans, on est dans une autre guerre, une guerre informationnelle, avec donc la détection de capteurs de plus en plus précis, le GPS qui est devenu central partout, des réseaux de communication, l'informatique avec le C4ISR, le commandement, contrôle, communication, l'intelligence, surveillance, reconnaissance. Et la guerre, elle change de point de vue. Ça devient, je vois le premier, je peux donc décider et agir plus vite que l'adversaire.
Et donc la physique a changé cette façon de voir. Aujourd'hui, on a ce retour aux fondamentaux, à la physique fondamentale, avec ces technologies quantiques, avec cette physique quantique, qui, bien sûr, elle est, comme je disais, elle traite de l'invisible, elle est abstraite, elle est contre-intuitive, donc c'est pas simple. Et c'est pour ça qu'il y a besoin, contrairement à l'IA, parce que souvent on parle dans l'écosystème quantique, des nouvelles technologies quantiques, de moments ChatGPT quantique. Je vous parlais du Quantum Day, du QD, le moment où on arrivera à casser les codes de cryptographie classiques avec un ordinateur quantique. On parle aussi du moment ChatGPT quantique, c'est-à-dire le moment où, globalement, les gens vont prendre conscience qu'il faut se mettre au quantique. Et on a eu, par exemple, ça fait 30 ans qu'on fait de l'IA. Et il a fallu une IA hyper dégradée, ChatGPT, pour que tout le monde sur Terre se dise « Ah, il faut s'intéresser à l'IA ». Et pour l'IA, en quelques jours, quelques semaines, on peut se former, comprendre en gros de quoi ça retourne. Pour le quantique, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus sédimentaire, ça demande plus de temps. En fait, la plupart des grands fondateurs de la physique quantique ont dit qu'on ne peut que s'habituer à la physique quantique, tellement c'est contre-intuitif, tellement c'est abstrait. Et donc ça demandera beaucoup plus de temps pour comprendre de quoi il s'agit, de quoi il retourne, et ne pas se faire avoir. Aussi bien pour l'armée, mais pour les citoyens, ne pas se faire avoir quand on leur parlera et qu'on utilisera le mot quantique. Donc aujourd'hui, on a une sorte de retour à la physique fondamentale parce que les réseaux peuvent être brouillés. Premier semestre 2025, je crois que c'est 40 000 cas de brouillage du GPS sur les territoires proches de l'Ukraine, par la Russie, sur les vols civils. Donc les GNSS qui peuvent être brouillés, qui peuvent être leurrés, qui sont contestés, l'espace qui est devenu vulnérable, et puis le cyber, justement, la cryptographie, qui devient vulnérable aussi. Donc, quelle rupture on peut imaginer? Ce qui est probable, ce qui est quasi certain, c'est le passage à des positions de navigation temps PNT qui sont résilients sans GPS, donc à l'aide de capteurs quantiques. Et plus généralement, le dernier point, la cryptographie post-quantique généralisée. Ça, c'est vraiment une des urgences, que ce soit en Europe, États-Unis, tous les grands pays. Il y a vraiment l'urgence de passer très rapidement, c'est-à-dire les États-Unis, en 2024, quand ils ont sorti leur standard, j'en dirai un mot, mais leur standard FIPS, en août, juillet et août de 2024, ils ont dit c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Tous ceux qui peuvent passer, le pas, y passe. Tout ce qui est stratégique, c'est avant 2030, et c'est global, même au niveau entreprise, avant 2035, c'est un impératif d'avoir des façons de crypter qui soient résilientes, résistantes aux ordinateurs quantiques. Ce qui est incertain, par contre, c'est un calcul quantique qui serait directement applicable aux militaires. Ça, c'est une possibilité. Le radar quantique, c'est-à-dire un radar qui permettrait d'utiliser la physique quantique pour avoir une sensibilité et une précision qui serait 1000, voire 1 million de fois meilleure, ça, c'est un peu un serpent de mer, parfois ça revient, ça fait partie des technologies qui ont été peut-être survendues, qui ont eu des promesses, et c'est pareil, il y a plein de technologies ou d'avancées scientifiques qui peuvent donner lieu à des fantasmes, parfois légitimes, puis après on se rend compte qu'on a trouvé la parade, et donc ça empêche qu'il y ait un effet majeur. Le radar quantique, c'est un peu entre deux, c'est en plein développement, mais parfois ça a été survendu. Et la notion d'invisibilité totale, c'est-à-dire de furtivité complète, ça c'est pareil, c'est les capes d'invisibilité, etc. C'est un peu plus subtil que ça, et vous êtes mieux placé que moi pour savoir ça. Juste 3 leçons historiques qu'on peut tirer de cette histoire un peu longue. Alors, c'est pareil, toutes les personnes qui sont dans le commandement ne le prenez pas mal, je fais ça à mon humble niveau, j'essaie de tirer des choses, mais je ne suis pas militaire, je ne suis pas commandant militaire, mais en tout cas, 3 leçons historiques qui me semblent être intéressantes, c'est la physique, elle ne va pas remplacer la stratégie et le commandement. Les conflits, ils sont gagnés, au cours de l'histoire, on voit qu'ils sont gagnés par ceux qui tiennent. Et cette histoire de capteur quantique qui permet d'être indépendant, d'être résilient à l'absence de GPS, c'est dans cet esprit-là. C'est ceux qui tiennent le plus longtemps. Et la supériorité militaire, on le voit en fait, quand on a la big picture, la vue globale, on voit que 20 ou 30 ans avant, dans les labos, c'est là que se décide l'avantage militaire d'un conflit futur. Alors, le quantique, une révolution scientifique, une double révolution technologique, des concepts clés qui peuvent être déroutants, qui sont parfois très inspirants. On va en voir 5 rapidement.
quantification, l'aléatoire fondamental, la dualité de corpuscules, la superposition, l'intrication. Le concept numéro 1, la quantification, c'est ce qui a donné son nom à la physique quantique. Donc, quantification, étymologiquement, ça vient de quantum, un mot latin qui veut dire combien. Son sens actuel, c'est plutôt petit grain, c'est-à-dire une granularité. Et si on ne précise pas, c'est en énergie. Ça vient du fait qu'on a pu comprendre, il y a plus d'une centaine d'années, que la lumière n'était pas qu'une onde lumineuse, mais qu'elle était constituée de petits grains d'énergie, ce qu'on appelle les photons. Mais on a pu comprendre aussi, et c'est encore plus fort, que la matière était elle aussi granulaire en énergie, que les atomes, que la matière n'étaient pas que des grains de matière, les atomes, mais que les grains de matière, ces fameux atomes, avaient en eux une granularité en énergie. Et qu'ils avaient une sorte de carte d'identité, de code-barre énergétique, et c'est ce qui est sur la gauche, où vous avez sur la colonne de gauche le nom des atomes, donc Na, sodium, H, hydrogène, calcium, etc. Donc ces lignes-là vous donnent quelles sont les énergies possibles qui peuvent être absorbées ou émises, donc la lumière qui peut absorber ou être émise par les atomes, et c'est ce qui a permis de créer, par exemple, le laser, les LED, les IRM. Donc au niveau application, cette application de la quantification, elle est majeure. Deuxièmement, l'aléatoire fondamental. En haut, vous avez une lampe de poche qui éclaire une vitre. Il faut savoir qu'une vitre typique, ça laisse traverser 70% de la lumière et ça en réfléchit 30%. On peut traiter chimiquement ou physiquement une vitre pour ne laisser passer que la moitié de la lumière et réfléchir l'autre moitié. Donc une proportion 50%, 50%. Mais on sait que la lumière, par la quantification, elle correspond à une assemblée de grains, les photons. Qu'est-ce qui se passe alors si on envoie un photon sur une vitre traitée 50%, 50%? Est-ce que le photon va se couper en deux ou pas? Eh bien en fait, il ne se coupe pas en deux. Et ce qu'on observe, même en augmentant la précision de nos mesures, de nos appareils, c'est que le photon, soit il passe, soit il traverse la vitre, soit il est réfléchi, mais de façon totalement aléatoire. Le problème, ou l'avantage, c'est que cet aléatoire, il est pur. C'est un aléatoire fondamental, pur. Il n'est pas réductible par quelque moyen expérimental que ce soit. C'est ce qui a fait dire à Einstein que Dieu ne pouvait pas jouer au dé. Parce que pour Einstein, il ne pouvait pas accepter cette idée que ce hasard n'était pas réductible, c'est-à-dire qu'il dépassait l'humain. C'est un hasard qui nous transcende, nous, humains. Donc, qui fait référence à quelque chose de divin. Évidemment, les scientifiques, ils n'aiment pas mettre Dieu dans leur équation. Donc, pour Einstein, c'était pas possible. Pour lui, il disait, il doit y avoir une information cachée dans les photons qui fait que le photon sait s'il doit traverser la vitre ou être réfléchi. Il semble qu'Einstein avait tort. Et donc, il y a bien cet aléatoire fondamental. D'ailleurs, on sait tester si un aléatoire, si c'est du hasard, est vraiment pur ou pas aujourd'hui. Et il se trouve qu'il est pur. Et on s'en sert justement pour créer des nombres aléatoires qu'on utilise en cryptographie. Troisième propriété, la dualité de corpuscules. Cette dualité onde-assemblée de corpuscules qu'on a pour la lumière, onde lumineuse et assemblée de photons, en fait, on s'est rendu compte qu'elle était vraie pour quelques particules que ce soit, en particulier des particules de matière, des atomes, des électrons. Là, par exemple, sur la gauche, vous avez l'image, une fausse image, en fausse couleur, de l'onde associée à un électron dans un atome, l'atome le plus simple, d'hydrogène, qui a un électron et un proton dans son cœur, dans son noyau. Et en fait, c'est plein de pixels et c'est normal parce que, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une observation, on fait une mesure de position pour savoir où est l'électron dans l'atome. Et on aimerait bien comprendre pourquoi il y a un aspect onde associé à l'électron et quelle est la nature de cette onde. Donc, on essaie d'observer où est l'électron. Eh bien, on obtient l'électron en un point donné. Ça donne un pixel. Et puis on refait plein de fois l'expérience, des millions de fois, pour avoir plein de pixels, pour finalement dessiner une sorte de cartographie d'où on peut trouver plus souvent l'électron et moins souvent l'électron. Et ce qu'on obtient, c'est une sorte d'image de l'onde, de l'intensité de l'onde de l'électron. Et donc ça nous amène à conclure que l'onde associée à l'électron n'est pas une onde, comme on peut imaginer, une onde électromagnétique, une onde sonore, une onde à la surface de l'eau, c'est une onde de présence possible, une onde de présence probable. Là où l'onde est intense, on a une plus grande probabilité de trouver l'électron si on le mesure. Mais quand on ne le mesure pas, l'électron n'a pas de position. C'est pas qu'on ne la connaît pas, c'est qu'il n'en a pas. Ça n'a pas de sens de parler de position pour un électron lorsqu'on ne mesure pas sa position. Donc cette mesure, la notion de mesure d'observation, elle est complètement différente en physique quantique qu'en physique classique.
C'est cette dualité entre corpuscule pour la matière qui nous a permis de faire ces fameux capteurs atomiques et de faire de la métrologie quantique. Ces ondes quantiques, elles ont un avantage, c'est qu'elles ont toutes les propriétés des ondes. Ondes sonores, ondes lumineuses, ondes dans l'eau. C'est-à-dire qu'elles peuvent se propager, elles peuvent traverser les murs, comme les ondes sonores, quand vous entendez votre voisin à travers le mur. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel pour les particules, comme c'est une onde de présence possible. Si une onde associée à un électron vient taper dans un mur et arrive à traverser un peu comme n'importe quelle onde arrive à traverser, eh bien ça veut dire que de l'autre côté du mur, il y a une onde de présence probable, possible pour l'électron. Donc l'électron peut très bien exister de l'autre côté du mur, donc avoir traversé le mur. Les ondes peuvent être quantifiées quand elles sont coincées. Par exemple, pour les ondes sonores dans les instruments de musique, un tuyau, par exemple, eh bien, c'est ça qui donne la musique, c'est ça qui donne des notes de musique. Eh bien, on a le même phénomène avec les ondes quantiques qui sont coincées dans des zones, et elles peuvent diffracter ou interférer. Vous savez, sans doute, quand vous avez la lumière qui passe à travers les mailles serrées d'un rideau, vous avez une croix de petits points lumineux, ce qu'on appelle les interférences lumineuses. Eh bien, on peut faire la même chose. Et ça, cette notion d'interférence et toutes les propriétés des ondes, elles ont une propriété mathématique, c'est-à-dire qu'on peut les ajouter et les soustraire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la superposition. La superposition quantique, c'est le fait de pouvoir ajouter et soustraire non seulement les aspects ondes des particules, mais un peu de toutes les propriétés quantiques, toutes les propriétés physiques possibles. Par exemple, ici, à gauche, vous avez une image d'un petit plongeoir. Alors très petit, 60 micromètres, c'est petit, mais c'est pas si petit que ça. C'est de la taille typique de l'épaisseur d'un cheveu. Donc très petit, mais visible. Ça a été fait dans l'équipe de John Martinis en 2010 aux États-Unis, Santa Barbara. John Martinis qui a obtenu le prix Nobel aussi en 2025 avec notre Français Devoré. Eh bien, en fait, ce qu'ils ont montré, ils ont fait cette expérience pour arriver à montrer sur un objet très petit, mais quand même de taille visible, la notion de superposition quantique. C'est quoi la superposition? C'est la coexistence simultanée de deux comportements, deux états contradictoires pour nous. Par exemple, en 2010, ils ont réussi à mettre ce petit plongeoir dans un état de superposition, de vibration, et en même temps de repos, de non-vibration. Le petit plongeoir, en même temps, il vibrait et il ne vibrait pas. Et évidemment, on peut se poser la question, mais alors qu'est-ce qui se passe si on le regarde, ce plongeoir? Alors, déjà, on ne peut pas le voir, nous, parce que c'est dans de l'ultra-vide, dans la cryogénie, du froid, ultra-froid, etc., donc on ne peut pas y avoir accès. Mais quand même, on peut utiliser un appareil de mesure qui va voir comment se comporte ce petit plongeoir, parce que la superposition quantique, si c'est la règle et le côté normal au niveau des atomes, dans l'infiniment petit, c'est l'inverse à notre échelle à nous. À notre échelle à nous, une chose a une position bien définie et n'est pas en train de bouger et en même temps de ne pas bouger. Eh bien, c'est ça, la prouesse qu'ils ont réussi à faire, c'est d'arriver à transférer cet état de superposition quantique typique de l'infiniment petit à une chose de notre taille, en tout cas d'une taille visible. Et ce qu'on observe, c'est que quand on observe ce petit plongeoir qui est dans cette superposition de vibration et de repos, eh bien, c'est qu'on observe que, comme pour le photon à travers la vitre, soit il est observé en train de vibrer, soit il est observé au repos, mais jamais une sorte d'entre-deux, et ça de façon totalement aléatoire. Ça, la superposition quantique, appliquée à ces fameux qubits, donc des unités, typiquement une molécule, un atome, un électron, un photon, qui sont bien préservés, conservés, et bien quand on arrive à les mettre en superposition quantique, c'est ce qui permet de faire des qubits, et donc de faire des ordinateurs quantiques. L'intrication, c'est le cinquième point, donc il y avait quantification, aléatoire fondamentale, dualité de corpuscule, superposition, intrication. Intrication, c'est une sorte de superposition. Vous prenez deux plongeoirs. Alors ici, ce n'est pas deux plongeoirs, c'est deux petits tambours, 2021, au NIST, aux États-Unis. Donc deux petits tambours qui peuvent chacun être dans une superposition quantique de « je suis en train de vibrer et je ne vibre pas ». Mais ils sont intriqués, c'est-à-dire ils ont une corrélation parfaite entre eux. Si je fais une mesure sur l'un des deux, automatiquement l'autre, même si je ne fais pas de mesure, adapte son comportement pour prendre un comportement complémentaire. Si le premier tambour est observé en train de vibrer, l'autre s'arrête et inversement. Et c'est ce qui permet de faire ce qu'on appelle de la téléportation quantique, qui n'est pas de la téléportation de matière, mais de la téléportation d'information. Et ce qui est à la base du fameux Internet quantique. Et en fait, cette corrélation, cette sorte d'influence qui transcende le temps et l'espace, en fait, on l'observe, quelle que soit la distance. En 2017, je vais y revenir aussi, mais les Chinois ont montré une intrication entre le sol et un satellite, le satellite Missus, donc 1300 km, et ils ont montré qu'il y avait bien cette intrication qui était préservée. Alors parmi ces 5 propriétés, 5 concepts, s'il y en a bien un à retenir, c'est le concept de superposition quantique.
c'est vraiment le concept de la physique quantique. Et tout ça, ça repose sur le fait, alors je m'adresse aussi aux lycéens, c'est que c'est une théorie linéaire. C'est-à-dire, c'est une théorie scientifique qui est linéaire. La somme de deux solutions est encore une solution. Ce qui est complètement différent, par exemple, de la mécanique classique. Si je prends mon petit boîtier et que je le laisse tomber, que je regarde quelle est son équation d'évolution, je vais obtenir une solution. Si je le laisse tomber de 2 mètres, je vais obtenir une autre solution. Mais la somme des deux solutions n'est pas une solution possible. Donc la mécanique classique, elle est bien plus compliquée que la mécanique quantique. Les maths de la physique quantique sont très simples. Alors bien sûr, on ne va pas faire d'équations, etc. Mais en gros, c'est le langage de ce qu'on appelle l'algèbre linéaire, donc les vecteurs, des petites flèches. Pour les mathématiciens, c'est le degré 0 des maths. C'est-à-dire, si vous avez un physicien quantique qui vous dit qu'il fait des maths très compliquées, c'est possible, mais vous pouvez en douter. Vous pouvez vous dire, lui, il me raconte peut-être des cracks, parce que les maths de base de la physique quantique, c'est les maths les plus simples qui existent. Les vecteurs et ce qu'on appelle l'algèbre linéaire. Donc, c'est une théorie qui est hyper performante, qui marche très bien, accord à 12 chiffres après la virgule, qu'on sait très bien maîtriser, qu'on sait très bien transformer en technologie de pointe, avec des maths pas difficiles. Au bout d'1 an ou 2 ans de fac, on peut maîtriser les maths de la physique quantique. Mais alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que c'est difficile à transmettre avec des mots. Encore une fois, parce que c'est contre-intuitif, abstrait, et ça traite de l'invisible. On ne peut pas le visualiser. Mais les artistes, eux, ils savent. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce spectacle qu'on a créé ce soir. C'est justement parce que le lien entre art et science, il est naturel. Les artistes, eux, ils savent comment représenter l'impossible. C'est impossible de la superposition quantique où une chose peut être dans 2 états contradictoires en même temps, comme être en mouvement et être au repos. Bah, par exemple, les artistes, ils vous dessinent un cube impossible, très simplement. Il y a un artiste, un sculpteur, qui a travaillé avec Anton Zeilinger, qui a eu le prix Nobel en 2022 avec notre Français Alain Aspect, pour l'intrication quantique, qui lui s'est mis à la sculpture il y a une quinzaine, vingtaine d'années, et il fait des sculptures qui essaient de représenter, justement, de faire ressentir cette superposition quantique, cette superposition des contradictoires. Il crée des sculptures avec des lamelles qui disparaissent selon l'angle de vue avec lequel on les regarde. Il y a aussi des écrivains, bien sûr, typiquement Liu Cixin, le chinois, qui est vraiment devenu une sorte de pape de la hard SF, de la science-fiction dure, c'est-à-dire la plus proche possible de la science en termes de narration et de roman. Bien sûr, il y a le spectacle ce soir, Equiquanto. Donc vous êtes tous invités, bien sûr, à venir. Ça, c'est aussi un extrait du livre. Il y a le livre éponyme du spectacle qui vient de sortir en librairie et dans lequel les dessins sont bien plus élaborés. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus, c'est avec grand plaisir. C'est pour tout le monde. Alors, généralement, je dis à partir de 10-12 ans, mais en fait, on a quand même des enfants qui viennent et qui sont émerveillés parce que les dessins que fait mon ami artiste, là, qui est dans les loges en train de bosser un peu, il ne se rend pas compte, mais pour lui, c'est naturel de dessiner une scène équestre en 30 secondes, pour des chevaux en mouvement. Et j'ai beau lui dire que c'est pas normal, en fait, que les gens normaux, ils dessinent pas comme ça. Lui, pour lui, il fait ça comme il respire. Et donc, c'est assez impressionnant de voir ça. Donc, je vous invite à venir, vous allez être bluffés. Et donc, le quantique, c'est aussi, donc, entre théorie, double révolution technologique, des concepts clés, ce sont aussi des applications concrètes et des promesses, en particulier l'ordinateur quantique. Donc, si vous avez un super designer d'IBM, l'ordinateur quantique, c'est ça. En fait, c'est plutôt ça. Donc, c'est une sorte de chandelier. Alors, vous voyez la taille par rapport aux deux scientifiques. Là, vous voyez la taille, c'est à peu près gros comme un buste humain. En fait, l'ordinateur quantique, c'est gros comme l'ongle d'un doigt. Et c'est au milieu de ce chandelier brillant avec plein d'or et de matériaux. Parce qu'en fait, il lui faut un sarcophage de protection à cet ordinateur quantique, à cette petite puce qui est grosse comme un ongle de doigt. Donc il y a plein de cryogénie, de froid, de protection, de vide et d'électronique de contrôle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais en dire un mot aussi, mais au niveau miniaturisation, on n'en est pas là au niveau ordinateur quantique. Les applications de l'ordinateur quantique, des ordinateurs quantiques, elles sont multiples. En chimie, pour appliquer les ordinateurs quantiques à faire de la physique quantique, pour développer de nouvelles molécules, avec des applications donc, pour des nouveaux médicaments, engrais, des batteries, des cellules photovoltaïques, etc. Mais plus généralement pour traiter de la complexité. C'est-à-dire, typiquement, d'arriver à gérer l'ordinateur quantique, contrairement à l'IA est très bonne pour traiter des masses de données, mais pas bonne pour traiter de la complexité, des problèmes complexes. Les ordinateurs quantiques, c'est l'inverse. Ils sont très mauvais pour traiter des données. Par contre, ils sont très bons pour traiter la complexité. La complexité, par exemple, et pourquoi les GAFAM, typiquement Amazon, investit beaucoup dans l'ordinateur quantique, parce que pour lui, il aimerait bien savoir quel est le moyen optimal de livrer 1000 colis à 100 personnes, à 100 clients.
Ça, les meilleurs supercalculateurs actuels, comme Frontier aux États-Unis, un ordinateur classique, qui a la taille de ce théâtre, il ne peut pas le faire. C'est trop complexe. Les ordinateurs quantiques, eux, c'est comme s'ils avaient été faits pour ça. Ils sont câblés pour traiter des problèmes complexes. Donc, des trajets de colis, de stocks de flux, évidemment de champs de bataille, d'IA, de météo, de finance aussi. Il y a dans le monde, en termes d'investissement, à peu près 60 milliards d'euros d'investissement, 40 milliards publics, 20 milliards privés, à comparer aux investissements actuels au niveau de l'IA. L'IA, c'est 1000 milliards. Donc, quantique, c'est 60 milliards, mais la progression, elle est très importante. Il y a plusieurs centaines de start-up du quantique, d'entreprises et de start-up. Start-up, c'est juste pour dire une entreprise qui n'est pas encore rentable. Et en France, on a une vingtaine de start-up du quantique, dont une douzaine très performantes. Et en 2024, il y a le programme Proxima, c'est-à-dire de protection des 5 start-up, officieusement plutôt une dizaine, officiellement les 5 start-up de l'ordinateur quantique protégés contre tout achat, protégés même physiquement. Par exemple, la start-up Alice et Bob, elle a été déménagée à Ballard, dans le sud du 15e arrondissement, pour être protégée physiquement, en termes d'écoute, et même protégée même physiquement, concrètement. Et ce qu'on voit, c'est que ces start-up du quantique, l'ordinateur quantique français, c'est un choix de la France d'avoir voulu promouvoir et protéger des start-up qui, chacune, ont une technologie différente pour faire des ordinateurs quantiques. Donc Pascal, c'est avec des atomes neutres pour faire des qubits. Alice et Bob, c'est des petits circuits électroniques, des mini-circuits refroidis près du zéro absolu. Quandela, c'est avec des photons qui font leurs qubits. C12, des nanotubes de carbone, et puis Kobli utilisait déjà le silicium et toute notre technique de l'électronique pour faire des qubits à partir de spins d'électrons coincés. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que ces ordinateurs quantiques, ils sont encore à l'état de prototype. Mais les prototypes peuvent déjà avoir des cas d'usage. Alors nous, en France, on a le complexe du bon élève. On attend, avant d'utiliser nos technos, qu'elles soient quasi parfaites. Les États-Unis ne sont pas du tout comme ça. Eux, ils sont pragmatiques. Et eux, ils ont la logique de « on apprend en faisant ». Et donc, très vite, même avec les premiers prototypes d'ordinateurs quantiques, ils les ont utilisés. Et typiquement au milieu, vous avez le port de Los Angeles, qui depuis 5 ans fait en moyenne par an 20% d'économie en utilisant un ordinateur quantique, même sous forme prototype, même bruité, même imparfait. Donc il y a déjà des cas d'usage, mais bien sûr, il y a beaucoup de hype. Les ordinateurs quantiques, ils ne vont pas tout faire. C'est pas miraculeux. Donc, en particulier, ils ne vont pas casser Internet. Le système RSA, ça ne va pas être tout de suite. Même s'il y a ce problème de on capte maintenant pour décrypter plus tard. Ils ne vont pas remplacer des ordinateurs de bureau. On s'attend plutôt à une façon hybride de faire, avec des ordinateurs quantiques qui seront dans des endroits protégés, un peu comme les souffleries. Quand vous êtes dans la course automobile ou moto, eh bien, vous avez besoin, ou avion, de chasse, bien sûr, évidemment, vous avez besoin d'avoir des tests en soufflerie, mais vous n'avez pas une soufflerie chez vous. Par contre, vous avez accès à la soufflerie, qui vous permet de faire des progrès dans votre conception. Et bien sûr, il y a des liens avec l'IA, mais ça va nous donner une IA ultime. Alors, 3 percées majeures récentes. En septembre, on a dépassé, pour l'ordinateur quantique, on a dépassé le millier de qubits à atomes neutres. États-Unis, Caltech. En octobre, ils ont réussi à Google à faire un calcul utile, parce que jusqu'à maintenant, les calculs qui étaient montrés comme étant meilleurs que ce que peuvent faire les supercalculateurs classiques, comme Frontier, le truc énorme qui est la référence des supercalculateurs classiques, eh bien, en octobre, un peu coup de grosse surprise, Google qui annonce que c'est un calcul utile de simulation de matériaux 13 000 fois plus rapide que le supercalculateur Frontier. Novembre, premier pas vers ce qu'on appelle les FTQC, c'est-à-dire des ordinateurs qui sont vraiment, à proprement parler, des ordinateurs, mais quantiques, et pas juste des ordinateurs qu'on appelle bruités. FTQC, ça veut dire Fault Tolerant Quantum Computer, c'est des ordinateurs quantiques qui sont vraiment tolérants à toutes les erreurs qui peuvent arriver. Et réalisation de qubits logiques bien meilleurs que les qubits physiques. Il faut savoir que les qubits, donc ces éléments d'information faits à partir d'un atome, d'un photon, d'un électron, ce sont les éléments de base. Mais ils sont très fragiles, trop fragiles. Donc ce qu'on fait, c'est comme avec un fil de toile d'araignée, très fin et très fragile, on en met plein, on les tresse ensemble pour faire une corde beaucoup plus solide à partir de petits brins fragiles. Les ordinateurs quantiques ils utilisent la même technique, c'est-à-dire ils prennent plein de qubits physiques pour faire un seul
qubit logique, une unité d'information, 0 ou 1 quantique, qui va jouer le rôle de ce vrai qubit. Et donc il faut des milliers, voire des centaines de milliers de qubits physiques pour arriver à faire quelques centaines de qubits logiques. Et bien ça, ils ont réussi à montrer que ce qubit logique fait à partir de plusieurs qubits physiques était meilleur que les qubits physiques, puisqu'on pourrait se dire, les qubits physiques, avec leurs erreurs, ça va se multiplier, ça va s'augmenter. Non, ils ont réussi à montrer que ce n'était pas le cas. Ça, c'est juste aussi pour les élèves. Vous avez aujourd'hui, ce que je fais faire à mes étudiants depuis 10 ans, depuis qu'IBM l'a lancé, sur IBM, vous tapez IBM Quantum Computing, vous avez accès à distance, gratuitement, au pilotage d'un ordinateur quantique de chez vous. C'est gratuit et vous avez une interface qui est comme une sorte de partition musicale sur laquelle vous avez des qubits et vous mettez des portes logiques cachées sur les qubits et vous pouvez vous initier à l'ordinateur quantique et à l'informatique quantique en ligne gratuitement. Juste un truc, mais je vois que ça va un peu dépasser, donc je vais peut-être passer vite fait, mais si je voulais vous montrer la comparaison classique-quantique, on pourrait y revenir si vous êtes intéressé, mais en gros, le calcul classique, le HPC, le calcul classique haute performance, aujourd'hui, on en est dans l'hexaflop, 10 puissance 18, donc milliards d'opérations élémentaires réalisées par seconde. Et au calcul quantique, c'est difficile de comparer, parce que les ordinateurs quantiques, ils n'en sont pas à ce point-là. C'est juste une augmentation de qubits, même s'il y a d'autres critères qui permettent d'évaluer la performance des ordinateurs quantiques. Ce qui est beaucoup plus impressionnant, c'est l'augmentation de cette cryptographie quantique, le QKD pour dire cryptographie quantique, sur fibre, qui ne fait qu'augmenter. Alors on n'en est qu'à 1000, cette année 2025, on est passé plutôt à 1500 km. Les réseaux quantiques, là c'est le plus important, et c'est pour ça que les Chinois se sont mis d'abord là-dessus. 2017, ils montrent qu'en fait, on peut faire de la distribution, faire un réseau quantique par satellite, via un satellite, et il y a un facteur 10 puissance 12, 1000 milliards de fois plus efficace en termes de transmission d'informations qu'en fibre. Les horloges atomiques, qui sont de plus en plus performantes, en 2025, on a vraiment atteint la précision au 10-19. Donc, le dixième de milliardième de seconde près de stabilité, et les nouveaux matériaux, graphène ou d'autres matériaux quantiques, qui permettent une grosse réduction de signature radar. Au niveau miniaturisation, parce que c'est ça qui compte, en fait, c'est ce que je mets en rouge. En fait, pour que ce soit intéressant d'un point de vue militaire, il faut réduction de volume. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit embarquable. Et cette miniaturisation, c'est le vrai passage, le vrai indicateur du passage du labo au véhicule. Au niveau horloge atomique, on est passé en 20 ans du mètre cube au centimètre cube, donc une phalange. Au niveau des capteurs quantiques, on est passé de la taille d'un laboratoire à la taille d'une valise. Pareil, on a une vingtaine d'années. Au niveau cryptographie quantique, même chose, à peu près même genre de scaling. Les matériaux quantiques, on est passé maintenant, comme les nanotubes de carbone, le graphène, à l'épaisseur juste d'un atome. Et au niveau du calcul quantique, je vous ai dit, c'est un petit peu plus subtil parce que les ordinateurs quantiques ont encore besoin d'avoir beaucoup d'électronique de contrôle et de cryogénie, et donc on en est loin. L'objectif, c'est d'arriver à 2035 à avoir plusieurs racks, c'est-à-dire d'avoir en gros le mètre cube, mais c'est pas encore embarquable comme on pourrait l'imaginer, mais ça n'a pas vocation à devenir embarquable. Stratégie des États, généralement il y a trois logiques qui sont combinées. Une logique pour définir les standards, les nouveaux standards, c'est-à-dire quelles sont les règles, les normes, et souvent, beaucoup de gens ont tendance à dire que les guerres maintenant vont se gagner aussi avec des normes. Et je mets juste en rouge donc les normes et l'usage dual. L'usage dual, c'est militaire-civil. Aujourd'hui, les nouvelles technologies quantiques, elles sont indissociables. On ne peut pas se dire on va empêcher le lien entre civil et militaire. C'est un avantage pour les progrès scientifiques et technologiques, c'est un inconvénient parce qu'on peut avoir une fuite, on peut avoir de l'espionnage, on peut avoir plein de problèmes, mais aujourd'hui, on n'est pas à un niveau où on peut séparer les deux. Donc il faut s'habituer à cet usage dual. Au niveau de l'Europe, les alliés, donc Norvège, Angleterre, Suisse, etc., il y a 2 programmes qui ont été lancés, Quantum Flagship en 2018, EuroQCI, pour avoir un réseau quantique d'information en 2019. Aux USA, donc, c'est le passage aux cryptographies post-quantiques en 2024. Deuxième point, c'est la souveraineté. Alors essentiellement ce que j'ai mis en rouge, c'est-à-dire la supply chain, c'est-à-dire d'avoir les matériaux, les machines-outils, et aussi, après, il y a marqué les talents aussi, les gens qui les font fonctionner. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a que les États-Unis qui ont la chaîne d'approvisionnement complet. La Chine un peu. Alors la Chine, par contre, elle a quasi le monopole sur plein de terres rares et de matériaux qui sont cruciaux.
En Europe, en France, on n'est pas très bon là-dessus. On est très bon pour plein d'autres choses, c'est-à-dire qu'on est bon un peu partout, mais on n'est pas essentiel. En Europe, il y a 2 pays essentiels, l'Allemagne pour les machines-outils, l'optique et la cryogénie, et bizarrement la Hollande pour la lithographie, c'est-à-dire créer des puces électroniques, arriver à graver de façon très sensible. Hollande et Allemagne, si on ne les a pas, ça ne marche pas. En termes de matériaux, il y a évidemment l'Afrique, et c'est un problème depuis 10 ans, d'avoir perdu des liens, des alliances ou des partenariats avec les pays africains. Et sinon, Canada, Australie sont très aussi en pointe pour fournir des matériaux. Le Japon, lui, c'est plutôt sur la purification de faire des matériaux ultra purs. Donc ça, les États-Unis, ils ont mis deux programmes pour justement faire en sorte d'être autonome, d'être souverain. En France, on a un peu un wagon de retard. Il va falloir se mettre à niveau rapidement parce qu'on n'a pas de souveraineté sur plein de matériaux, en particulier les terres rares. Et ils ont fait aussi un contrôle d'export, des exportations en 2024 pour savoir ce qui rentre et ce qui sort. Et donc c'est un peu aussi au niveau des talents, même chose, qui on forme, qui on accueille, et se dire que typiquement en France, essayer de garder les talents. Parce qu'on les forme, on a une super formation, on fait partie du top 5 mondial pour former les gens dans le quantique, mais les gens ne restent pas, parce que quand ils créent leur start-up, à moins d'être protégés ou aidés, ils ont tellement de charges, de problèmes administratifs, d'impôts, etc., qui s'en vont. Les talents qui pourraient venir des autres pays, eh bien on a du mal à les garder. Et la troisième logique au niveau souveraineté, au niveau État, c'est ce que j'ai dit, ce dont j'ai parlé pour les communications quantiques spatiales avec ce satellite Missus et la logique de la Chine qui tout de suite a compris que ça allait être clé. Alors, dernière partie, juste en quelques minutes pour finir, c'est une course mondiale, cette course aux technologies quantiques. Donc, évidemment, pour mieux calculer, mieux communiquer, naviguer de façon autonome, contrôler toute la complexité, en particulier du champ de bataille, au niveau décision, donc pour tout ce qui est commandement, les ordinateurs quantiques vont certainement amener un avantage, et c'est plutôt se dire, ceux qui ne l'auront pas auront un retard au niveau d'analyse, de finesse d'analyse, donc évidemment, on imagine bien une alliance entre IA et ordinateur quantique. Donc c'est une question de souveraineté, parce que ces techno-quantiques, comme la première slide où je vous montrais sur l'analyse du service de défense chinois, c'est vraiment une technologie de rupture à mettre au même plan que le nucléaire. C'est une course mondiale où chacun a sa place, donc je parle aussi aux plus jeunes. En fait, on peut se former très facilement au quantique. Aujourd'hui, il y a plein de MOOC, évidemment, les formations post-bac, la formation continue. Il y a des simulateurs en ligne, je vous ai montré celui d'IBM. Il y a des hackathons, espèce de concours, où on vous donne un problème à résoudre vendredi à 23h59 et vous devez donner la solution le dimanche à 23h59. Vous avez 48 heures pour résoudre un problème et c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez être amené à travailler tout seul ou en équipe avec un Ougandais, un Canadien, un Chilien, quelqu'un de n'importe quel pays, et donc c'est très intéressant. Après, donc c'est toujours cet usage dual, civil-militaire. C'est très intéressant, il y a une espèce d'Erasmus de la pensée quantique aujourd'hui, mais évidemment, ça pose des questions de confidentialité, de fuite de talent, de cerveau, d'information, qui est crucial. Les profils recherchés, c'est tout le monde. C'est pas que les génies en sciences, pareil, je m'adresse aux plus jeunes, c'est aujourd'hui les recrutements dans l'écosystème quantique. C'est pas du tout les forts en maths ou en sciences, etc. C'est tout le monde et au contraire, tous les niveaux, donc même des designers, des créatifs, des influenceurs, des leaders, c'est plutôt des gens qui pensent différemment. La diversité, c'est vraiment le maître mot aujourd'hui du recrutement dans l'écosystème quantique. Et ce que j'ai mis en rouge, c'est ce qui est crucial aujourd'hui, vraiment les profils clés, ça va être les traducteurs, ceux qui vont pouvoir traduire, typiquement, qui seront multilingues, qui diront voilà les besoins pour une base aérienne, pour un régiment d'artillerie, pour un commandement, quels sont les besoins, qui sauront le traduire en ingénierie, puis après en techno. Ceux-là, ils vont être embauchés avec beaucoup de zéros derrière. Donc 3 bonnes nouvelles, le jeu n'est pas fermé, pareil, je m'adresse aux plus jeunes aussi. C'est maintenant, c'est rare d'être dans des études au moment d'une révolution technologique. Vous êtes en train de faire vos études au moment de 2 révolutions technologiques, IA et techno-quantique. Il y a plus d'offres que de demandes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas l'argent qui manque dans toutes ces boîtes quantiques, c'est les talents, c'est les gens. Et talent, ça ne veut pas dire avoir 19 de moyenne en maths ou en physique, c'est aussi être créatif. Et justement, il y a un besoin de diversité, ils ont besoin de gens qui pensent différemment aujourd'hui. Et donc, à retenir, des petites choses à retenir au moins pour cette conférence, c'est la PQC, donc cryptographie post-quantique, le passage à de nouvelles méthodes de cryptographie qui sont résilientes, résistantes
aux ordinateurs quantiques, c'est plus une question de savoir si on y va, c'est quand on y va. Et dans tous les états, l'objectif, c'est avant 2035. Deuxième point, les capteurs quantiques, ils ne vont pas remplacer le GPS. Mais par contre, ils vont faire en sorte qu'on puisse tenir sans GPS. Si le GPS disparaît, s'il est brouillé, s'il est leurré, s'il est contesté. Et donc, il y a une importance fondamentale aujourd'hui de choses qui avant n'avaient aucune importance. Les données géologiques, les cartes d'anomalies magnétiques et de gravité, puisque c'est ça qui sert de référence pour faire de la navigation autonome inertielle sans GPS. Se fonder sur des cartes précises une sorte de signature magnétique et gravité des océans. Et donc ces cartes-là et ces données-là prennent une valeur inestimable, et il faut même d'un point de vue défense, souveraineté, les garder. Et le calcul quantique, les ordinateurs quantiques, c'est pas une arme miracle. Il faut surveiller cette notion de 100 qubits logiques, qui est vraiment le seuil vers lequel on va avoir vraiment des ordinateurs quantiques qui vont amener un plus. Et le fameux programme Proxima, donc de protection de ces 5 startups quantiques, des ordinateurs quantiques, avec l'objectif d'avoir un ordinateur quantique de 128 qubits logiques en 2032. Je pense qu'on aura du mal à l'atteindre. En plus, 2035, c'est horizon, je crois que c'est 2048 qubits logiques, on n'y sera pas. Mais en tout cas, cette barre des 100 qubits logiques à horizon 2032, voire 2035, c'est ce qu'on cherche à avoir. Au niveau des références, il y a le rapport de l'OTAN sur la stratégie quantique, sur le EuroQC pour l'Europe, sur le passage aux cryptographies post-quantiques du NIST, c'est 2024. Et si vous avez envie de lire un article récent qui parle des liens entre militaire et quantique, il y a Michael Krelina, je crois qu'il est tchèque, et qui, lui, est vraiment un spécialiste de ça, et qui a fait un article de revue assez intéressant en anglais, mais qui est très, 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 très bien, et qui voit tous les aspects dont j'ai pu parler aujourd'hui. Si vous avez envie d'aller plus loin, si je m'adresse aussi aux plus jeunes, mais j'ai écrit donc des livres de vulgarisation de la physique quantique. Donc celui au milieu, c'est celui par rapport au spectacle de ce soir. Celui à gauche, c'est un livre de vulgarisation que j'ai écrit, dans lequel j'essaie vraiment de faire passer ce qu'est la physique quantique, d'expliquer la plus simplement possible. À droite, c'est pas moi, c'est un gars qui s'appelle Tim James, mais je traduis aussi de l'anglais, et j'ai traduit ce livre-là. J'avais fait une préface dans laquelle je dis que j'aurais aimé écrire ce livre, tellement il est bien. C'est un gars qui a fait une thèse en physique quantique et après qui enseigne au collège en Angleterre. Et donc qui sait parler de façon très simple et très directe pour les plus jeunes. C'est vraiment très accessible et très agréable. Et voilà, je vous remercie et peut-être à ce soir. Est-ce que vous avez des questions, sachant qu'il y a un micro qui peut tourner dans la salle? Pas besoin de micro? J'ai vu hier avec les lycéens, il y avait 300 lycéens, c'était partout. Ils peuvent attester que c'était vraiment sport. Mais allez-y. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le quantique change la manière de penser de la puissance d'un État et de la souveraineté? Bien sûr, c'est un peu ce que j'ai dit, c'est un des messages. C'est-à-dire, donc la question, c'est est-ce que le quantique peut changer la puissance et la souveraineté d'un État? Évidemment, aujourd'hui, on a vraiment des questions, parce que la puissance des technologies quantiques, donc au niveau capteur, etc., c'est déjà le cas. Au niveau cryptographie, on sait déjà faire. Il faut qu'on passe à des méthodes de cryptographie qui soient résilientes aux ordinateurs quantiques qui sont en devenir. Les ordinateurs quantiques, ils sont sans l'état de prototype, mais ils ont une évolution de puissance qu'on ne peut pas se permettre le luxe de se dire ça va pas marcher et on va pouvoir s'en passer. Aujourd'hui, on est contraint de changer de méthode de cryptographie et le plus rapidement possible. Parce que plus on tardera, plus on aura ce phénomène de Stoner Decuplator, c'est-à-dire des gens qui vont capter les informations et qui nous les ressortiront dans 20 ans. Et c'est pas un horizon, ce serait un horizon 100 ans, ça irait. Et encore. Mais 20 ans, c'est trop court. Ça peut vraiment être catastrophique au niveau souveraineté, au niveau diplomatie. Et donc, bien sûr que ça a un impact très fort. Et en termes de souveraineté, ce que je disais là, pour qu'on soit souverain au niveau techno-quantique, il faut qu'on forme, qu'on informe et qu'on ait cette supply chain, c'est-à-dire de l'approvisionnement en matériaux. Par exemple, aujourd'hui, une des choses critiques, c'est l'hélium, hélium 3, pour faire de la cryogénie. Là, il y a vraiment un combat mondial pour s'approvisionner en hélium 3. Des terres rares, ce qu'on appelle l'iterbium, et il y a aussi d'autres matériaux, le germanium, etc. Tous les matériaux qui interviennent de façon critique dans les nouvelles technologies, qu'elles soient classiques ou nouvelles technologies quantiques. Il y a des machines-outils en optique, en cryogénie, pour faire du vide. Il y a plein de techniques
Donc, il y a plein d'endroits qui sont des espèces de verrous qu'on n'a pas. On en a d'autres par rapport à des pays, on n'est pas le moins bien placé, mais on a quand même des soucis d'approvisionnement et sur des choses qui sont vraiment stratégiques, et ça c'est vraiment la chose à faire en premier. Donc informer et former, avoir beaucoup plus de gens formés, des talents, former et informer tous les couches de la société, c'est-à-dire les journalistes, les instituteurs, les militaires, les officiers, les commandants, les politiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a moins de 1% des journalistes qui ont une formation scientifique, moins de 3% des instituts, moins de 5% des politiques. Donc c'est un problème, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas d'appétence ou ils n'ont pas de connaissances pour savoir si une rupture technologique et scientifique va être pertinente ou pas. Et en gros, ils vont faire confiance à des gens, et donc ils vont être plus susceptibles de se tromper, puisqu'ils vont écouter la personne qui sera la plus convaincante ou qui parlera le plus fort, et ça, c'est un problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut passer à la salle. N'hésitez pas. Si je peux répondre, je réponds. Si je peux pas, je réponds pas, mais n'hésitez pas. Et si vous trouvez que j'ai dit des bêtises, dites-moi aussi. Oui. Oui, alors en termes de biologie quantique, alors c'est toujours un peu... Les physiciens quantiques sont un peu gênés par ça parce que ça a été découvert, les premières traces, en 2007 par des Canadiens, des biologistes canadiens. Et les physiciens sont très arrogants, vous savez qu'il y a une sorte de hiérarchie, les mathématiciens qui sont au-dessus, les physiciens, puis après les chimistes, puis après les biologistes. C'est complètement idiot, mais voilà, c'est humain. Donc les physiciens sont un petit peu arrogants envers les biologistes en disant ces biologistes, ils n'ont rien compris, ils ont découvert des effets quantiques dans des systèmes biologiques, typiquement des plantes. Et c'est pas vraiment ça. Sauf que les Américains ils ont plein de défauts, mais ils ont des qualités. Par exemple, il y a des scientifiques, des physiciens, qui se sont collés pendant 2 ans à vérifier ce qu'avaient fait les Canadiens. Moi, j'en serais pas capable de me dire, je sacrifie 2 ans pour peut-être voir à la fin qu'en fait, c'est rien. Et ils l'ont fait, et en fait, au bout de 2 ans, ils se sont dit, alors en fait, les Canadiens avaient raison, et en fait, ils avaient même sous-estimé les effets. Et depuis, on n'arrête pas de trouver des effets quantiques en biologie. Donc, chez des plantes, par exemple, pour expliquer la photosynthèse, l'efficacité de la photosynthèse, elle est dingue. Elle est à plus de 99%. Donc, un photon qui vient taper sur une feuille, donc une énergie électromagnétique qui vient et qui est captée et transformée en énergie chimique et biologique à presque 100%. Nous, les meilleurs rendements, c'est autour de 40% d'une transformation d'énergie à une autre. Bon, certains cas très précis, on peut monter au-dessus, mais c'est très rare. Les max qu'on peut faire dans certaines conditions hyper spécifiques, c'est 80% de transformation d'énergie en une autre. Et notre description classique du phénomène nous empêche d'imaginer cette transformation avec aussi peu de pertes. Et donc la seule explication aujourd'hui qui marche en plus, c'est que le photon vient taper sur la feuille et emprunte tous les chemins possibles, donc superposition de chemins possibles pour atteindre le centre de réaction de la feuille. Donc on a ça chez les feuilles, on a ça chez les animaux migrateurs, les oiseaux migrateurs, on s'est aperçu qu'ils ont de la magnétite et qu'il y avait des phénomènes d'intrication, même qui duraient pas longtemps, avec le champ magnétique de la Terre. Dans les sens, même humains. Vous mettez un humain, vous le mettez dans le noir absolu, c'est-à-dire noir absolu, il n'y a aucune lumière, de quelque longueur d'onde que ce soit, donc aucun photon. Vous lui envoyez un seul photon dans l'œil, lui n'en a pas conscience, mais son cerveau l'a détecté. Donc le seuil de détection de l'œil, c'est quantique, capable de détecter un photon. Pareil au niveau olfactif. En fait, on est très fort, on s'en rend pas compte, mais pas aussi fort que les chiens, mais on est très fort aussi. Pareil, vous mettez juste parmi les milliards de molécules qu'on inspire chaque seconde, vous mettez une seule molécule différente, l'homme ne s'en rend pas compte, le cerveau aussi. Donc on a des seuils de détection qui sont au niveau moléculaire, au niveau atomique, donc quantique, pour un quantum. Et chez les plantes et les animaux, on a plein d'effets quantiques. Et ça ne devrait pas être comme ça. Parce que nous, notre description typique de la physique quantique, c'est que ce qu'on appelle la décohérence, c'est ce qui nous permet de comprendre pourquoi, au niveau des atomes et des molécules, il y a des effets quantiques un peu étranges, superposition, intrication, dualité, etc., mais qu'à notre niveau, ça l'est plus. En fait, notre description, elle repose sur le fait que, mathématique, très bien carré, c'est de dire plus on a d'éléments, et plus ça va se brouiller. Et c'est pour ça que quand on a des milliards d'atomes dans un objet comme ça, eh bien, il va se comporter de façon classique et pas quantique. Et les phénomènes quantiques en biologie, on ne sait pas pourquoi ça subsiste. Donc c'est une porte d'ouverture.
Moi, j'ai écrit il y a quelques années justement un article dans Les Échos où je parlais d'une future IA bioquantique, c'est-à-dire de mélanger les trois. Parce que finalement, l'ordinateur quantique est très fragile. Parce que les qubits sont très fragiles. Vous parlez de qubits physiques comme des fils de toile d'araignée, c'est très fragile. Donc on les met ensemble pour faire des qubits logiques, pour faire des tresses. Mais d'une façon générale, les qubits, les ordinateurs quantiques sont fragiles. Eh bien, la biologie quantique pourrait aider à faire une sorte d'ordinateur bioquantique qui serait stable, fiable, résistant, qui lui-même pourrait permettre de résoudre des problèmes de complexité à une IA, qui elle, n'est pas très bonne pour faire de la complexité, mais qui est très bonne pour la quantité de données, qui elle-même pourrait comprendre mieux comment fonctionne la biologie quantique. Et donc on aurait une sorte de spirale, pour certains ils vont dire infernale, mais que l'IA pourrait aider à comprendre la biologie quantique, qui permettrait de comprendre comment avoir des ordinateurs quantiques résistants, qui permettrait d'améliorer l'IA, etc., etc. Mais donc oui, la biologie quantique, c'est un domaine en plein essor, et je vous parlais tout à l'heure de profils adaptés aujourd'hui, c'est vraiment les traducteurs. C'est ceux qui arrivent à être, qui sortent de leur couloir. C'est-à-dire de dire, je suis capable de parler avec un commandant, un pilote, un ingénieur, un technicien, un scientifique, et qui est capable de faire toute la gamme et de traduire les besoins du pilote ou du commandant à l'ingénieur, au technicien, au scientifique, et de faire en sorte que tout le monde puisse se parler et parle le même langage et avance. Aujourd'hui, en biologie quantique, typiquement, c'est un des problèmes. Les physiciens ne veulent pas aller en biologie, les biologistes ne veulent pas faire l'effort d'aller en physique. Donc il y a très peu de monde qui veut faire cet effort, et pourtant ça semble évident qu'il va falloir créer des ponts si on veut mieux comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Quel est votre avis sur la théorie unificatrice des différentes physiques classiques, quantiques, etc. Est-ce que je suis légende ou est-ce qu'un jour on y arrivera? Et pensez-vous que la physique quantique est une piste qui permet d'y arriver? Pour y arriver, alors, au cours de l'histoire, il y a eu une unification continuelle des différentes théories physiques. Je vous ai montré, là, je vous ai parlé de cette carte avec comme un arbre de théorie de la science, chaque branche correspondant à une théorie scientifique. Et petit à petit, on a unifié. Par exemple, Newton, il a unifié la physique des choses qui tombent sur Terre et la physique des choses qui tiennent dans l'espace. Donc il a unifié la gravitation à petite échelle et grande échelle. Je vous parlais de Maxwell qui a unifié magnétisme, électricité et lumière. Einstein, il a unifié l'espace et le temps. Et on a été vraiment dans une démarche d'unification. Aujourd'hui, on fait face à un mur. La physique quantique et la relativité générale, donc les deux théories piliers sur lesquelles reposent toutes les autres, l'une qui décrit super bien l'infiniment petit, l'autre qui décrit super bien l'infiniment grand, elles sont incompatibles, pour plein de raisons. Et on a beau chercher, on n'arrive pas à trouver comment les rendre compatibles. Alors soit la nature n'a pas de théorie unique, et c'est peut-être nous qui sommes en train de nous leurrer, en train de chercher une théorie unique, alors qu'il n'y en a peut-être pas, il y a peut-être une diversité naturelle, même si ça nous semble bizarre. L'autre point, c'est, on est très surpris, et même Einstein, on en a beaucoup parlé, mais de voir l'efficacité des mathématiques. Toute notre science repose sur les maths. Et c'est vrai que c'est problématique de se dire, ça signifie que l'être humain, le cerveau humain, a la capacité de comprendre comment fonctionne l'univers, par l'intermédiaire des maths. Et ça, c'est délicat. C'est très arrogant, en fait, de notre part d'imaginer que nous, humains, petits cerveaux, pouvons être capables de comprendre comment fonctionne le monde avec un écueil en fait presque philosophique, c'est parce qu'on en fait partie. Vu qu'on fait partie de l'univers, ça va être très compliqué d'imaginer qu'on puisse arriver à comprendre comment fonctionne l'univers parce qu'on en fait partie. Et l'autre point, c'est que historiquement, on a vu qu'à chaque fois, et surtout vers les fins de siècle, il y a un effet psychologique qui est bien connu pourtant, mais on tombe tous dans le panneau, un effet psychologique de se dire on va unifier. Donc à la fin du 19e siècle, il y avait cette volonté d'unifier toute la physique, et c'est clair qu'on avait compris comment fonctionnait en gros la matière au niveau des atomes, des molécules, le fameux tableau périodique des éléments de Mendeleïev. On avait découvert Neptune, on avait découvert plein de choses, c'est-à-dire qu'on comprenait la mécanique des fluides super bien. On s'est dit c'est bon, toute la physique est faite. Il y a deux petits trucs, deux petits grains de sable. Bon. Et il y a un des grains de sable qui a donné la relativité, l'autre grain de sable qui a donné la physique quantique, qui ont tout mis par terre la physique classique de l'époque. Donc au moment même où on croyait qu'on avait unifié, qu'on n'avait plus rien à découvrir, c'est là où tout s'est cassé la figure. 100 ans après, dans les années 1990, moi j'étais ado, il y a eu le même phénomène. Il y a eu le même phénomène où en fait les physiciens parlaient de théorie du tout.
Et il y a eu cette même... C'est comme si les fins de siècle donnaient une sorte d'envie de se dire on va finir aussi, on va clore la physique. Et c'est pile à ce moment-là qu'on a eu des phénomènes, donc typiquement de biologie quantique après le début des années 2000, mais s'il y a bien une date à retenir, en tout cas qui sera marquée dans les futurs livres d'histoire des sciences, c'est 1998. Alors pas pour la Coupe du Monde de foot, hein, mais 1998 parce que c'est l'année où on a découvert que les neutrinos avaient une masse, et pourtant c'est les particules de base de notre description du monde, de la physique des particules, et elles ne doivent pas avoir de masse. Donc on a un petit mécanisme qui nous permet de comprendre comment ça fonctionne, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et en 1998, on a compris que l'univers était en accélération, était en expansion accélérée. Et donc ça nous a troublés, parce que on avait cette idée que l'univers, il y avait cette expansion, ce Big Bang, cette expansion, mais que cette expansion, il n'y avait pas de moteur pour la pousser encore plus. Et on s'est rendu compte que si. Et c'est cette fameuse énergie sombre, dont on ne sait pas du tout ce qu'elle est. Et donc, on a tellement d'inconnus et de biais cognitifs qui nous amènent à penser régulièrement qu'on a réussi à tout finir, et c'est pile à ce moment-là que des anomalies arrivent et mettent tout par terre, qu'il y a peu de chances qu'on arrive à une théorie du tout dans les quelques dizaines ou même centaines d'années qui viennent. La physique quantique sera sans doute un des éléments peut-être historiquement qui restera longtemps, mais toute théorie est fausse, par définition. C'est juste une sorte d'approximation. On a une meilleure approximation du réel, mais c'est une théorie qui est fausse par définition, parce qu'elle n'est pas parfaite. Et le souci qu'on a, c'est que ces deux théories, physique quantique et relativité générale, elles marchent tellement bien, chacune dans leur domaine d'application, qu'on ne voit pas comment on va pouvoir les modifier sans perdre les super prédictions qu'elles ont. Elles marchent trop bien. C'est-à-dire que chacune, dans l'infiniment grand pour la relativité, dans l'infiniment petit pour la physique quantique, elles marchent tellement bien qu'on ne sait pas comment on va pouvoir les modifier sans perdre ce qu'on avait déjà. Donc tout ça pour dire que peut-être que dans 100 ans ou dans 150 ans, les scientifiques ou les gens, les humains, se moqueront de nous en disant c'est naïf, ils croyaient encore qu'avec leur théorie de physique quantique et de relativité, ils allaient pouvoir tout décrire. Il y a sûrement plein de choses qui nous échappent. Et ce que je disais hier, aussi bien aux lycéens qu'au grand public, c'est souvent, il faut regarder les découvertes en maths. Il y a vraiment une chaîne logique, découverte en maths, application en physique, conséquences technologiques ou ingénierie. Et donc, s'il y a bien quelque chose à faire aujourd'hui pour savoir ce qui pourra être une révolution scientifique puis technologique, c'est regarder ce qui se fait en maths. Quelles sont les découvertes mathématiques? Et parmi la centaine de découvertes mathématiques, il y en aura peut-être une qui va donner lieu à une révolution en physique. Et parce que c'est comme si, et c'est pour ça que c'est terriblement humain, c'est comme si on attendait que des maths soient découvertes ou créées, il y a un peu de débat philosophique là, est-ce que sont créées et découvertes, mais qu'elles soient découvertes et ça donne l'idée pour les physiciens. Par exemple, c'est parce qu'à la fin du 19e siècle, les mathématiciens ont théorisé les surfaces courbes que ça a donné le langage naturel à Einstein pour faire la relativité générale. C'est juste avant la physique quantique qu'on a compris quelle était cette fameuse algèbre linéaire, les maths avec les vecteurs, etc., qui était le langage adapté pour la physique quantique. C'est comme si les physiciens, inconsciemment, sans le savoir, ils attendaient d'avoir le bon outil mathématique pour l'appliquer et en fait de mettre des lunettes différentes pour décrire le réel. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions aussi là-haut? Il ne faut pas dire non. Alors hier, il y avait des tonnes de questions. Au début, c'était pas des grosses questions. Et j'étais étonné parce que hier, je m'attendais à avoir des questions que j'ai normalement auprès des jeunes. C'est combien je gagne? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que voilà, j'ai pas eu ça hier, j'ai pas ça aussi aujourd'hui. Tant mieux, mais sinon je peux vous dire, il faut pas faire ce métier pour gagner des millions en tout cas. Non, par contre, ce que je disais sur l'écosystème quantique, c'est clair qu'aujourd'hui, et j'aime bien dire ça aussi aux plus jeunes, et pas qu'aux plus jeunes. Par exemple, ça fait 3 ans que je suis invité au gros salon des technologies Vivatech. Donc Vivatech à Paris, c'est le 2e plus gros salon du monde au niveau technologie. Le premier, enfin le plus grand, c'est à Las Vegas en janvier justement, et le 2e, c'est en juin à Vivatech à Paris. Ça fait 3 ans que je suis invité, et cette année, l'an dernier justement avec mon ambassadeur à médiation scientifique, j'ai fait une conférence dans une grande salle, et ils étaient très, très réticents. Ils disaient non, mais ça va pas intéresser, il y aura personne. Ils n'avaient jamais vu autant de gens, c'était pas pour moi, c'était pour le sujet, la physique quantique.
Il y avait des gens partout, assis par terre, etc. Parce que ça intéresse les gens, ça les questionne. Ils voient bien qu'il y a quelque chose. Et il n'y a pas que. Il y a aussi les investisseurs. Moi, il y a des entrepreneurs, des investisseurs qui sont des millionnaires par rapport à moi et qui viennent me poser des questions. Et je leur dis, mais attendez, ne croyez pas ce que je dis. Allez vous renseigner auprès de plein de gens. C'est pas à moi de vous dire dans quoi investir. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment un gap. On voit bien qu'il y a quelque chose, mais cette théorie, cette science, elle est tellement contre-intuitive, même si j'essayais de vous en parler un peu, peut-être que vous la connaissez déjà, mais il y a des principes, des concepts qui sont contre-intuitifs, c'est abstrait, ça traite de l'invisible, donc on ne peut pas le visualiser, ce qui fait que ça va mettre du temps, on met du temps à s'habituer. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prendre ce temps, se disent bah non, moi je suis entrepreneur, je suis investisseur, je suis politique, j'ai pas envie de passer trop de temps, j'ai envie que ce soit rapide, qu'en une conférence, un bouquin, hop, j'ai compris. Non, on peut juste espérer avoir cet outil un petit peu pour essayer de faire le tri entre le vrai et le faux, mais ça demande plus que simplement une petite conférence. Et donc, il y a une demande, il y a un besoin, il y a une nécessité aujourd'hui de former, et donc de former sur du temps plus long, donc avoir un cycle de conférences, de formation continue, pour que ça infuse, que ça mature, et qu'on se pose des questions, et que les questions nous amènent à se poser des questions de comparaison, par exemple, entre classique et quantique. Qu'est-ce qui est vraiment quantique? Qu'est-ce qui relève vraiment du matériau quantique? Qu'est-ce que vont amener les capteurs? Est-ce que ça vaut le coup? En gros, c'est clair que, alors moi je suis pas, par rapport à la base aérienne, je suis pas pilote de chasse, bien sûr, j'aurais rêvé de devenir pilote de chasse comme plein de garçons, mais bien sûr, typiquement, la question que pourrait se poser un pilote de chasse, c'est de se dire, bah ok, c'est une nouvelle technologie quantique, est-ce que ça m'impacte moi? Est-ce que ça va venir dans mon cockpit ou pas? Est-ce que ça va venir dans mon avion ou pas? Les capteurs quantiques, oui, ça c'est une évidence. La cryptographie post-quantique, ça va impacter, pas dans l'avion, mais dans la base, parce qu'il va falloir se protéger des attaques des ordinateurs quantiques. Les matériaux quantiques, oui, pour rendre plus furtif, évidemment. Mais il y a plein de technologies qui vont arriver nécessairement dans les véhicules militaires qui sont utilisés. Et en termes de capteurs, de cryptographie, de protection de la cryptographie et d'ordinateurs quantiques, et en termes de commandement, ça va être aussi important parce que ce mélange entre IA et ordinateur quantique, donc en gros pour traiter le volume de données et traiter la complexité, ça, dans la chaîne de commandement, bien sûr qu'il va falloir y passer, et ça va demander du temps. C'est pareil, parce que sinon, il y a une phase de crédulité qui est problématique, parce que si vous ne maîtrisez pas vraiment les bases, vous voyez bien que c'est important, mais vous n'avez pas vraiment les tenants et les aboutissants, et donc vous êtes obligé de faire confiance. Et cette chaîne de confiance, on le voit même au niveau universitaire, hein, c'est problématique. Il y a de plus en plus d'étudiants qui utilisent trop ChatGPT et qui n'arrivent plus à réfléchir par eux-mêmes. Donc je m'adresse aussi aux plus grands. Et on a même des étudiants en licence 3, en master 1, donc qui sont bons, qui sont lancés comme des avions dans leur parcours professionnel, en tout cas d'études de physique, et qui viennent en pleurs après les examens, parce qu'ils viennent et disent « je n'arrive plus à réfléchir ». J'utilise tellement ChatGPT que quand je suis devant ma feuille d'examen, je n'arrive plus à réfléchir. Donc, c'est... Pardon ? Mais c'est quelque chose c'est très touchant et très, ça fait mal. Parce qu'en termes de générationnel, je m'inclus dans cette génération qui a permis ça. Alors déjà, nous, adultes, donc je parle de ceux qui ne sont pas au premier étage, on voit déjà l'impact que ça a sur notre façon de faire, comme ça peut nous abrutir. Et nous, en fait, il y a les réseaux sociaux et ChatGPT, il y a vraiment un phénomène qui est déjà étudié, qui est déjà compris, hein, c'est que ça vous enferme dans un tunnel. Les réseaux sociaux avec les algorithmes, ça vous donne à voir ce que vous avez envie de voir. Des gens qui sont d'accord avec vous, la même façon de penser, les mêmes intérêts. Mais ça, c'est un appauvrissement terrible. Et sur du long terme, ça vous dégrade le cerveau et ça vous empêche de réfléchir. Typiquement, aujourd'hui, c'est tellement pratique d'utiliser ChatGPT pour résumer quelque chose qu'on ne sait plus résumer, qu'on ne sait plus faire de synthèse. C'est pas grave si on garde cette capacité, mais au bout de combien de temps on va la perdre? Et donc, il y a, par rapport aux nouvelles technologies quantiques ou à l'IA, il y a vraiment cette idée de garder son humanité d'une certaine façon, parce que sinon on va perdre des compétences qu'on n'aura plus,
qui seront perdus pas à jamais, mais qui vont être très difficiles à retrouver. Et donc souvent, c'est pareil, ce que je dis aux jeunes, il y a plein de gens qui me demandent, mais comment faire pour que mon enfant, mon jeune, s'intéresse à la physique? Je leur dis, mais faites-les lire. S'il y a bien un truc qui va différencier, et moi j'ai des grands étudiants qui voient déjà la différence, qui va différencier plus tard ceux qui seront dans le camp de ceux qui gagnent et ceux qui perdent, c'est la lecture. Si vous lisez, déjà, vous faites de la science, en comprenant ce qui se passe au niveau des personnages et de l'histoire, mais surtout, vous vous donnez les clés pour demain être parmi ceux qui vont réussir. La lecture, aujourd'hui, c'est une catastrophe au niveau des plus jeunes qui arrêtent de lire. C'est très touchant de voir des étudiants prendre conscience de ça. Donc, je pense que j'aurais été à leur place, j'aurais pas fait, j'aurais sombré dans l'IA, et qui prennent conscience que, oui, c'est une sorte de sauvegarde intellectuelle qui se font en se disant, ils se forcent à sortir des réseaux, à sortir de l'IA ChatGPT pour se dire, en fait, ils sont en train de se préserver pour le futur. Donc, j'espère que j'ai un petit message qui est passé pour les plus jeunes au-dessus. Oui, question? Oui, j'étais. Chut, faites-le en silence. Mais oui, au niveau de, je suis intervenu donc auprès des politiques. Et on avait, en fait, sur les 3 jours là, on devait faire aussi une journée demain qu'on va décaler, qu'on refera auprès de la CCI, Chambre de commerce et d'industrie, auprès des industriels, auprès des politiques. Oui, alors c'est délicat parce que j'ai été contacté par plusieurs politiques, mais quand ils comprennent qu'il va falloir un peu bosser, là, ça coince. C'est-à-dire qu'ils aimeraient bien quelque chose qui soit clé en main, une explication d'une demi-heure, 3/4 d'heure, et que, hop, ce soit. Et en fait, non, ça demande un peu plus de temps. Donc il y a un problème, et ce que je disais là, il faudrait qu'en fait, il y ait beaucoup plus de scientifiques qui s'investissent en politique, mais moi, je veux bien le reconnaître, je suis pas du tout courageux, et j'ai pas ce courage d'y aller. Pour moi, c'est aller au casse-pipe, entre guillemets, c'est terrible. C'est un peu perdre son âme, etc. Mais on va avoir besoin. On va avoir besoin de scientifiques qui aillent dans toutes les couches de la société. Et au niveau politique, finalement, les plus prompts à réagir quand j'ai eu cette nomination d'ambassadeur médiation scientifique, là, ce sont les militaires. Ce sont les militaires, c'est vous, en fait. Et moi, j'en parle beaucoup autour de... Parce que moi, je suis dans un écosystème, voilà, le milieu universitaire, enseignement supérieur, etc. Il y a une crainte, une méfiance envers les militaires. Et moi, je leur dis souvent, eh bien, en fait, les personnes les plus promptes à réagir, ça a été les militaires. L'Institut du commandement futur, l'école de guerre... J'ai déjeuné avec un colonel de la Légion. J'étais sidéré que la Légion étrangère puisse s'intéresser, juste pour s'intéresser, juste pour savoir ce que c'est, en savoir un peu plus. Et donc j'ai vraiment été impressionné par ça. Après, il se trouve ici à Saint-Dizier, et donc merci beaucoup parce que vous avez été hyper réactifs. Et c'est la première fois que ça marche comme ça. Quand j'étais à Tours, il y a aussi une base aérienne. Et il y avait aussi cette idée de faire avec un panel d'officiers, de pilotes, etc. Et en fait, ça s'est pas fait. Et c'est simplement une délégation de militaires, un général et puis de colonels, etc., qui sont venus assister à la conférence grand public, que j'avais un petit peu ciblée, un peu plus étoffée en termes de stratégie et d'aspect militaire. Mais j'avais pas pu avoir une assemblée comme vous, parce que c'était trop compliqué, entre guillemets, à organiser. Donc là, j'étais impressionné quand ça a pu se faire ici. Parce que dans d'autres endroits, à chaque fois, alors c'est peut-être aussi ma faute, parce que je peux faire parfois des impairs en termes de hiérarchie, de commandement, etc., mais dans les interactions, mais j'ai l'impression que ça demande beaucoup de temps, donc c'est une échelle de temps pour organiser ce genre d'interaction avec des militaires ou avec des politiques qui est plus longue que simplement une année. Moi, c'est une année, mais en fait, mon ambassade, entre guillemets, est prolongée jusqu'à l'été prochain, parce qu'il y avait trop de sollicitations, et que j'aime bien ça, mais c'est un horizon plus long. Et donc c'est pour ça que je suis très content quand on a pu voir que ça pouvait se faire. J'étais très content. Alors la présentation a duré un peu plus longtemps. Pour la petite anecdote, je l'ai craché en fait quand je suis arrivé dimanche soir. Ma présentation a été tuée. J'ai réécrit dessus. Donc il a fallu tout que je la refasse en quelques jours. Là. Donc, j'espère que ça vous a intéressé quand même. Et donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Après, je ne sais pas, il y en a peut-être qui ont des impératifs pour y aller. Sinon, moi, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Moi, je n'ai pas de limite. Hein. Mais, oui. Vous avez dit qu'on pourrait remplacer le GNSS par le magnétisme et la gravité. Alors, Ouais. on imagine ça, on va créer une espèce de modèle
Alors oui et non, parce que là, les capteurs quantiques, donc magnétomètre et gravimètre, donc il y a les gyromètres, comme vous avez aussi un gyromètre classique, mais là, les gyromètres atomiques, donc gyromètre quantique, gravimètre quantique et magnétomètre quantique, ils ont donc une sensibilité qu'entre 100 et 1000 fois mieux que les capteurs similaires classiques. Donc on se sert par exemple de magnétomètre quantique pour détecter des activités de l'ordre du picotesla ou bien plus petit que picotesla, activités du cerveau. Donc il y a aussi d'ailleurs tout un aspect militaire, de sciences cognitives, etc., de détection d'activités cérébrales, etc. Enfin, des choses que j'imagine pour les pilotes, vous êtes aussi un peu au courant de ça. Mais là, c'est de faire une carte de la signature magnétique et gravité de toute la Terre. Donc, des cartes sont déjà elles sont déjà connues, mais avec une précision qui n'est pas très bonne. Et là, il y a vraiment une démarche d'avoir des cartes de plus en plus avec une précision ultime. C'est-à-dire que c'est tellement précis que si on a une carte à la précision métrique, des anomalies, enfin la carte en gros du paysage magnétique et gravité. Et donc, ça nous permet de nous repérer. 2, ça permet de détecter s'il y a quelque chose qui vient troubler ce paysage magnétique. Un sous-marin, une base, une structure, mais ça peut être un essai nucléaire, ça peut être un enfouissement de déchets ou une fuite lorsque vous faites un enfouissement de déchets nucléaires ou d'autres. Donc on part d'une carte de référence qui nous sert, c'est vraiment la carte d'état-major. C'est vraiment la carte d'état-major. Dans le sous-marin, il y a la carte d'état-major, on n'a plus besoin de se repérer avec le GPS ou quoi que ce soit. On a vraiment la carte. Si cette carte est perturbée, alors bien sûr, il y aura cette question de la carte qui est perturbée, alors perturbée parce qu'il y a un autre véhicule adversaire ou ami ou autre chose qui va venir le perturber, ou qui est perturbé d'un point de vue naturel, mais les perturbations naturelles, en fait, sont très faibles. L'autre chose, c'est qu'il va y avoir du bruit. Et c'est ça, c'est un peu aussi l'idée du radar quantique aussi, c'est se dire, essayer typiquement le radar, dès qu'il y a trop de brouillard, trop de poussière, etc., ça marche plus, et le radar quantique, c'est se dire, on va utiliser ce phénomène d'intrication quantique qui fait que 2 particules, typiquement des photons, vont être liées, c'est comme 2 jumeaux, et donc si on en envoie un, qu'on en garde un, eh bien, si on reçoit le jumeau, on sait que c'est lui, c'est forcément lui. Donc, même s'il y a eu du brouillard, de la poussière, etc., si en environnement contesté, c'est pas possible d'utiliser correctement le radar ou le lidar, on sait que ce jumeau, il peut pas être autre que celui qu'on a lancé. Et donc, ça fait une détection certaine, à 100%. Bien sûr, il peut y avoir de la perte, etc., donc il faut renouveler le phénomène. Après, il y a la notion de bruit. Évidemment, en gros, les nouvelles technologies quantiques, c'est essayer de dépasser l'aspect bruit et même utiliser ce bruit et ces aspects quantiques autour du bruit pour faire des capteurs beaucoup plus puissants. Dans les nouvelles technologies quantiques, en fait, on se rend compte que la fragilité du quantique, elle est soit utilisée, les capteurs, la cryptographie. La cryptographie quantique, c'est aussi d'utiliser le fait que les informations quantiques sont très fragiles. Dès qu'on cherche à les espionner, à les mesurer, à les lire, on va les détruire. En tout cas, on va les modifier. Et cette modification, elle est automatiquement détectable. Et donc c'est ça qui rend la cryptographie quantique quasi inviolable, parce qu'on peut tout de suite savoir si le message a été intercepté ou lu même partiellement. Donc on l'utilise, la fragilité, mais d'un autre côté, pour les ordinateurs quantiques, c'est un frein, c'est un problème. Donc c'est les 2 pendants d'une même réalité qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Mais en tout cas, pour les capteurs quantiques qui sortent hors GNSS, ça c'est vraiment, aujourd'hui, c'est ce que je disais, au niveau OTAN, au niveau Chine, même au niveau déclaratif, c'est vraiment les deux axes, c'est-à-dire d'avoir les capteurs qui permettent d'avoir une navigation autonome hors GPS, hors GNSS, et d'avoir le passage à la cryptographie post-quantique, c'est-à-dire résiliente et résistance aux ordinateurs quantiques. Mais c'est clair que les données géologiques sont devenues données sensibles. Depuis 5-6 ans, tous les États se sont dit « Ah oui, on va arrêter de considérer les géologues comme des gentils, des doux rêveurs. Ils ont de l'or dans la main. Les cartes de données magnétiques et gravité valent un prix fou. Parce que qui les aura Donc il y a aussi, évidemment, toute la cartographie qui n'a pas été faite jusque-là par des scientifiques, encore une fois, cet usage double, civil et militaire. Évidemment, maintenant, tous les grands pays interdisent aux autres de venir prospecter, de point de vue scientifique, dans leurs eaux,
ou sur leur terrain pour faire des cartes magnétiques et de gravité. Mais tout ce qui a été fait avant, ça, on ne le maîtrise plus. D'autres questions? Dans ce cas-là, on arrête. Et merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu et nourri. Et si vous avez envie de venir ce soir en famille pour le spectacle, c'est avec grand plaisir, parce que c'est vraiment une autre façon de montrer, de dessiner. Et généralement, ça, aussi bien par les musiques que par les dessins réalisés en live, c'est vraiment impressionnant et intéressant. Et puisque je raconte aussi un petit peu quand même. Et merci à vous, merci d'être venus.